Elle avait 8 ans et ses pieds saignaient à travers la crasse. Elle a claqué la botte cassée sur la table de Caleb Whitmore et a dit « Mon père est mort. Il m'a dit que vous viendriez quand personne d'autre ne le ferait. » Caleb a regardé la botte. Il a regardé ses pieds. Il a regardé l'enfant qui se tenait dans sa cuisine. Une enfant qui avait marché 4 jours à travers les terres du Wyoming, avec des semelles fendues, du sang séché et une volonté de faire. Et quelque chose s'est brisé net dans sa poitrine. Il a attrapé son fusil. Certaines dettes ne demandent pas la permission. Elles se présentent simplement à votre porte. Caleb Whitmore a pressé le canon de son fusil contre la poitrine de l'homme qui venait de lui dire que la fille devait partir. Et il a parlé si doucement que c'en était presque gentil. « Vous quittez ma propriété maintenant, » a-t-il dit, « ou je vous enterre là où personne ne pensera à chercher. » L'homme a regardé le fusil. Il a regardé les yeux de Caleb. Puis il est parti au galop. C'est comme ça que tout a commencé. Pas par un choix, pas par un plan, mais avec une fille qui n'aurait pas dû être en vie debout sur son porche, et un homme qui n'avait plus rien à perdre, décidant que c'était exactement pour ça qu'il avait tout à donner. Si vous regardez cette vidéo depuis n'importe où dans le monde, écrivez le nom de votre ville dans les commentaires. Je veux voir jusqu'où cette histoire voyage. Et si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton et restez avec moi jusqu'à la toute fin. Car je vous promets que vous ne verrez pas cette fin arriver. Le matin où Mara est arrivée, Caleb était réveillé depuis 4 heures, comme il l'était tous les matins depuis 15 ans. Son corps, entraîné par la guerre, se méfiait du sommeil passé une certaine heure. Il réparait le loquet de la porte de la grange quand il a vu la silhouette sur la route. Il n'a pas tout de suite attrapé son fusil. La silhouette était trop petite, trop chancelante pour être une menace. Mais ici, dans le Wyoming, tout ce qui bougeait seul à travers la campagne avant le petit déjeuner était une raison de faire attention. Il a posé son marteau et a observé. La silhouette a grandi, elle s'est transformée en un enfant. Une fille d'environ 8 ans qui marchait avec cette détermination lente et délibérée. Celle qui signifiait que ses jambes n'avaient plus rien, sauf de l'obstination. Sa robe était grise ou l'avait été un jour. Maintenant, elle avait la couleur de la route qu'elle avait parcourue. Brune, striée et déchirée à l'ourlet. Ses pieds étaient nus. Même de loin, Caleb pouvait voir que quelque chose n'allait pas dans sa démarche. Chaque pas était prudent et étrange, comme si le sol lui-même était un ennemi. Elle s'est arrêtée à sa barrière. Elle n'a pas frappé. Elle n'a pas appelé. Elle est juste restée là, tenant quelque chose contre sa poitrine avec ses 2 bras. Elle le fixait avec des yeux qui n'appartenaient pas à un visage d'enfant. Caleb s'est approché d'elle lentement, comme on s'approche d'un cheval effarouché. Quand il fut assez près pour voir ses pieds correctement, son estomac s'est retourné. Les plantes de ses pieds étaient ouvertes, noircies par le sang et la terre séchée, le genre de blessures qui mettent des jours à s'accumuler. Elle avait marché sans chaussures assez longtemps pour que les plaies se couvrent d'une croûte, se rouvrent et se recouvrent encore. « Tu es perdu ?» a-t-il dit. Elle a secoué la tête. « Tu as mal ?» Elle a baissé les yeux sur ses pieds, puis l'a regardé à nouveau, comme si la question ne la concernait pas vraiment, comme si la douleur était quelque chose qui arrivait aux autres, et qu'elle avait dépassé le stade de la compter. « Comment tu t'appelles ?»« Mara » a-t-elle dit. Sa voix était à peine audible, sèche comme de la craie. « Mara ». Il a gardé sa voix neutre et égale. Le genre de voix qu'on garde quand quelque chose de terrible se présente et qu'on a besoin de penser clairement. « Où sont tes parents ?» Elle a soulevé la chose qu'elle tenait contre sa poitrine. Une botte. Une vieille botte de cavalerie en piteux état. Le cuir était fendu sur le côté, le talon presque entièrement usé. Le tout tenait ensemble avec du fil de fer et ce qui ressemblait à du tendon torsadé. Elle la lui a tendue à 2 mains. Il ne l'a pas encore prise. « Où as-tu eu ça? »« Papa. » Son menton a tremblé une seule fois, puis s'est arrêté. « Où est ton papa maintenant? » Ses yeux ont répondu avant elle. Il avait déjà vu ce regard. Sur les champs de bataille, dans les hôpitaux de campagne et sur les visages des hommes qui avaient vu leur compagnie se faire anéantir autour d'eux. C'était le regard de quelqu'un qui avait vu le pire et qui était encore debout de l'autre côté. Pas parce qu'ils allaient bien, mais parce que s'asseoir n'était pas une option. « Parti !» a-t-elle dit. Caleb a tendu la main et a pris la botte. Elle était plus légère que ce à quoi il s'attendait.
À l'intérieur, pressé à plat contre la doublure en cuir, se trouvait un morceau de papier plié, jauni sur les bords. Il l'a sorti. L'écriture l'a frappé avant les mots. Cette écriture particulière, serrée et anguleuse, qu'il n'avait pas vue depuis 15 ans, mais il l'a reconnue. Comme on reconnaît une cicatrice qu'on a portée assez longtemps pour l'oublier, puis qu'on sent à nouveau par temps froid. Il a déplié la lettre. Caleb, si tu lis ceci, c'est que je suis parti. J'ai dit à Mara de te trouver si je ne revenais pas. Je sais que des années ont passé. Je sais que tu ne me dois rien. Mais elle n'a personne d'autre. Ils viennent la chercher, les mêmes hommes qui sont venus pour moi. Je ne peux plus la protéger. Toi, tu le peux. Tu es le seul homme en qui j'ai jamais eu confiance pour faire ce qui est juste quand ça comptait le plus. Je réclame la dette. Pas pour moi. Pour elle. Thomas Hale. Le nom a traversé la poitrine de Caleb comme une pierre dans une eau calme. Thomas Hale. Il n'avait pas prononcé ce nom à voix haute depuis plus de 15 ans. Il ne s'était pas permis de le penser non plus. Il était devenu très doué pour ne pas y penser. Il a levé les yeux vers la fille. Il a regardé la forme de son nez, le dessin de sa mâchoire, l'immobilité têtue dans ses yeux. Thomas était dans tout cela, aussi indubitable qu'une marque au fer rouge. « Ton père t'a envoyé ici, » a dit Caleb. « Oui, monsieur. »« Depuis combien de temps tu marches? » « 4 jours. » Il l'a dévisagé. Elle a soutenu son regard. 4 jours pieds nus à travers les terres du Wyoming. Elle ne devait pas peser 60 livres, même trempée. Il a plié la lettre et l'a mise dans la poche de sa chemise. Puis il a ouvert la barrière. « Viens alors, » a-t-il dit. « Rentre à l'intérieur. » Elle a hésité. Il pouvait la voir le jauger, chercher quelque chose sur son visage. Il ne savait pas ce qu'elle cherchait. Il ne savait pas s'il l'avait. Mais après un moment, elle a franchi la barrière, serrant toujours la botte cassée, et l'a suivi jusqu'à la maison. À l'intérieur, Caleb a fait bouillir de l'eau et a trouvé un chiffon propre. Il s'est agenouillé devant elle, a soulevé l'un de ses pieds et s'est mis au travail. Les dégâts étaient pires de près. Elle n'a pas émis un son pendant qu'il nettoyait les plaies. Pas un tressaillement, pas une respiration forte. Il a travaillé avec soin, et elle est restée assise, les mains jointes sur ses genoux, observant son visage tout le temps. « Tu as marché tout le chemin sans chaussures? » a-t-il demandé. « J'avais des chaussures. Elles se sont cassées après le 2e jour. J'ai essayé de les réparer, mais elles n'étaient pas réparables. Pourquoi ne t'es-tu pas arrêté pour trouver un abri quelque part? »« Papa m'a dit de ne pas m'arrêter, » a-t-elle dit. Il a dit que si je m'arrêtais, l'homme à la cicatrice m'attraperait. Les mains de Caleb se sont immobilisées juste une seconde, puis il a continué à travailler. Quel homme à la cicatrice? Celui qui est venu chez nous. Il avait une cicatrice qui descendait le long du côté gauche de son visage. Elle a touché sa propre joue pour lui montrer. Il a dit à papa qu'il devait de l'argent. Papa a dit que non. L'homme a dit que ce que papa disait n'avait pas d'importance. Qu'est-ce qui s'est passé? Papa m'a dit de prendre la botte et de courir. Elle a fait une pause. J'ai couru. Tu n'as pas vu ce qui est arrivé à ton père? J'ai entendu un coup de feu. Sa voix n'a pas changé quand elle l'a dit. C'était presque pire que si elle avait pleuré. Je n'ai pas regardé en arrière. Papa m'a dit de ne pas regarder en arrière. Caleb a fini de bander ses pieds avec des bandes de lin propres et les a nouées. Il s'est relevé, l'a regardé, et pendant un moment, il n'a rien dit. Parce qu'il n'y avait rien à dire qui puisse correspondre à l'ampleur de ce qu'elle venait de lui raconter. « Tu es en sécurité ici, » a-t-il dit finalement. « Tu me comprends? Peu importe ce que ton père devait, peu importe ce que cet homme veut, il ne t'emmènera pas. Pas tant que je respirerai. » Mara a étudié son visage. « Papa a dit que vous diriez quelque chose comme ça. »« Vraiment? Il a dit que vous étiez le genre d'homme qui pense ce qu'il dit. » Caleb s'est détourné et a mis de l'eau à bouillir pour le café. « Ton père avait une mémoire généreuse, » a-t-il dit. « Il ne mentait pas, » a dit Mara. Il n'y avait aucune contestation, aucune insistance, juste la certitude plate d'une enfant qui avait connu son père entièrement. « Pas à moi, jamais une seule fois. »« Non, » dit Caleb doucement. « Je suppose que non. » Il l'a fait manger avant de se permettre de penser à autre chose. Du porc salé et du pain de maïs, avec ce qu'il avait dans le placard. Elle a mangé comme mangent les gens qui ont eu faim assez longtemps pour ne plus croire que la nourriture continuera d'arriver. Méthodique et prudente,
sans gaspiller une miette. Il s'est assis en face d'elle et a relu la lettre de Thomas pendant qu'elle mangeait, plus lentement cette fois, laissant chaque mot atterrir là où il le devait. Ils viennent la chercher, les mêmes hommes qui sont venus pour moi. Il avait passé 15 ans à construire une vie sur le principe que le passé était terminé, que la guerre était finie, que les choix qu'il avait faits et les choses auxquelles il avait survécu étaient derrière lui, scellés et qu'il n'avait plus à les porter. Il avait acheté 300 acres d'herbes tenaces du Wyoming. Il avait construit une maison, une grange et une clôture, et s'était dit que c'était suffisant, que le calme était suffisant, que la solitude était suffisante. Il s'était trompé sur beaucoup de choses. Mara, a-t-il dit. Elle a levé les yeux. L'homme à la cicatrice. As-tu entendu son nom? Elle y a réfléchi. L'homme qui l'accompagnait l'appelait Garrick. La mâchoire de Caleb s'est crispée. Le nom ne lui disait rien pour l'instant, mais le type, si. Des collecteurs de dettes qui venaient chez un homme avec des menaces et repartaient avec un coup de feu. C'était un genre d'affaire particulier, et ça ne venait pas de simples hommes de main. Quelqu'un de plus important était derrière tout ça. Ton père, dit-il prudemment, quel genre de travail faisait-il après la guerre? De l'arpentage, dit-elle. Il dessinait des cartes, des tracés de chemins de fer, des droits sur l'eau, des limites de terre. Il voyageait beaucoup. Elle fit une pause. Il rentrait toujours à la maison, jusqu'à ce qu'il ne le fasse plus, pensa Caleb. Il garda cette partie pour lui. T'a-t-il déjà parlé de son travail? De quelque chose qu'il aurait vu, quelque chose qui l'inquiétait? Il tenait un carnet, dit lentement Mara. Il y écrivait tous les soirs, des dates, des noms et des lieux, des choses qu'il avait vues lors de ses relevés. Il était très prudent avec ça. Elle regarda la botte sur ses genoux. Il ne m'a pas donné le carnet, juste la botte. Caleb a noté cela. Il s'est levé, a débarrassé les assiettes et a rempli son verre d'eau, et elle l'a bu sans qu'on le lui demande. Dehors, le soleil descendait vers l'ouest. Dans une autre heure, il ferait nuit. Tu dois dormir, dit-il. Je ne suis pas fatigué. Il la regarda. Ses yeux étaient rouges sur les bords et sa tête penchait légèrement vers la gauche. Gauche. Même si elle était assise bien droite. Tu as marché 4 jours sur des pieds en sang, dit-il. Tu es fatigué. Tu as juste oublié ce que ça fait. Elle a presque souri à cela. Presque. Il lui a fait un lit dans la petite chambre à côté de la cuisine. L'ancienne chambre de sa mère, le coffre en cèdre toujours au pied du matelas. Il a trouvé une courte pointe et l'a étendue sur la paillasse, et elle y est montée sans discuter, tenant toujours la botte. Il a tendu la main pour la prendre, et elle l'a retirée. « C'est à papa, dit-elle. Je sais. Il a laissé tomber. Tu pourras la poser quand tu seras prête. Il a tiré la porte à la moitié fermée, est retourné dans la pièce principale et s'est assis près du feu, la lettre de Thomas à la main. Il a fixé les flammes pendant un long moment. Je réclame la dette. Pas pour moi, pour elle. La dette, il l'avait portée pendant 15 ans et avait passé 15 ans à prétendre qu'elle n'était pas là. Thomas Hale l'avait sortie d'un dépôt de ravitaillement en feu durant l'hiver de 63. Les fusils confédérés crépitaient dans l'obscurité et il n'y avait aucune raison de croire que l'un ou l'autre survivrait. Caleb était en feu. Thomas l'avait jeté dans un banc de neige et avait éteint les flammes à main nue. Ses paumes avaient été bandées pendant 6 semaines après. Il n'en avait jamais reparlé, pas une seule fois, même quand Caleb avait essayé de le remercier. « Tu ne me dois rien, disait Thomas. On est quitte. » Il ne l'éteignent pas. Thomas avait toujours su qu'il ne l'éteignent pas. Et maintenant, Thomas était mort et sa fille dormait dans sa chambre de la mère de Caleb. Et quelque part au sud d'ici, un homme nommé Garrick chevauchait encore. Caleb n'a pas dormi cette nuit-là. Il s'est assis près de la fenêtre, son fusil sur les genoux, et a surveillé la route. Il a pensé à Thomas Hale et au genre d'homme qui avait élevé une fille capable de marcher 4 jours seule à travers la campagne, et de s'asseoir les yeux secs dans la cuisine d'un étranger pour lui raconter ce qu'elle avait entendu la nuit où son père avait été tué. « Chaque personne compte, disait Thomas. Chaque personne, sans exception. » Au lever du soleil, Caleb avait pris sa décision. Il ne savait pas encore combien cela allait lui coûter. Il savait que cela lui coûterait quelque chose. Il avait appris pendant la guerre que la bonne chose et la chose facile occupaient rarement le même territoire, et que la seule façon de découvrir de quoi on était fait était d'arrêter de calculer et de commencer à bouger.
Il se rendit à Mellage aux premières lueurs du jour, laissant Mara endormie avec les portes verrouillées. Son deuxième fusil était à portée de main sur la table de la cuisine, avec un mot qui disait simplement « Reste à l'intérieur, de retour avant midi ». Il ne savait pas si elle écouterait. Quelque chose lui disait que oui. Elle avait le sens de son père pour savoir quand faire confiance et quand fuir. Et elle avait déjà décidé qu'elle ne fuyait plus. La ville était calme à cette heure. Juste quelques chevaux au poteau d'attache devant le magasin général, un chien dormant au milieu de la rue principale. Caleb attacha son cheval devant le saloon et entra. Walt, le barman, essuyait le comptoir avec un chiffon qui avait été utilisé trop de fois. « Whitmore, » dit Walt sans lever les yeux, « t'es matinal. »« J'ai besoin d'informations. » Walt posa le chiffon. « Ça coûte toujours quelque chose. »« Parle-moi d'Elias Garrick. » Le chiffon s'immobilisa complètement. Walt le regarda un long moment, quelque chose de prudent bougeant derrière ses yeux. Puis il se pencha sous le comptoir, se versa un whisky et le but avant de répondre. « Où as-tu entendu ce nom? »« D'une enfant avec 4 jours de route sur les pieds, » dit Caleb. « Parle-moi, Walt. » Walt s'appuya contre le bord du fond et baissa la voix, même s'ils étaient seuls. Garrick travaille pour un syndicat de Denver. Ils se font appeler le clan Twyver. Ils s'occupent du recouvrement de dettes, de l'acquisition de terres, de l'exécution de contrats, le genre de contrat qui ne passe pas par des avocats. Il fit une pause. Le genre d'exécution qui ne laisse pas beaucoup de place à l'appel. Il cherchait un homme nommé Thomas Hale. L'expression de Walt changea. Il est passé par ici il y a environ 2 mois, posant des questions. Il a dit que Hale avait rompu un contrat, n'avait pas payé une dette. Il ne l'a pas trouvé. Il est reparti les mains vides. Il regarda Caleb fixement. La nouvelle est tombée la semaine dernière que Hale était mort dans le Montana. Et Garrick? Il cherche toujours. Plus Hale maintenant. Walt soutint son regard. Il cherche ce que Hale a laissé derrière lui. La main de Caleb se crispa sur le bord. La fille. C'est ce que je suppose. Il retourna au ranch, son esprit travaillant comme un homme triant des débris après un incendie, cherchant ce qui pouvait encore être utilisé. Garrick ne se contentait pas de recouvrer une dette. Thomas avait été un arpenteur, un homme qui voyageait à travers des territoires que des hommes puissants voulaient contrôler. Il avait vu des choses, documenté des choses, et quand le syndicat Twyver avait essayé d'utiliser ce qu'il avait vu à ses propres fins, Thomas avait dit non. C'était le genre de nom qui faisait tuer un homme, et maintenant, il voulait Mara, pas parce qu'elle savait quelque chose, mais parce qu'elle existait. Car tant qu'elle était en vie, elle était de la preuve que Thomas Hale avait été réel, que ce qu'il avait vu avait été réel, que les gens qui l'avaient assassiné l'avaient fait pour des raisons qu'ils devaient garder enfouies. Mara était assise sur les marches du porche quand il est arrivé, enveloppée dans la courte pointe, la botte à côté d'elle. Elle le regarda descendre de cheval avec ses yeux impassibles. « Vous avez dit avant midi ?» dit-elle. « Je suis avant midi. » Elle se leva. « Vous avez trouvé des informations sur l'homme à la cicatrice. »« J'ai trouvé certaines choses. » Il passa les rênes de son cheval sur le poteau et monta les marches. « J'ai besoin de te demander quelque chose et j'ai besoin que tu me répondes franchement. » Je réponds toujours franchement. Il l'a cru. Le carnet de ton père, celui qu'il tenait pour ses relevés. Y a-t-il une chance qu'il l'ait caché quelque part avant de mourir? Quelque part que tu connaîtrais? Elle resta silencieuse un moment, réfléchissant, sans chercher à gagner du temps. Il avait déjà appris la différence. « Papa avait un endroit, » dit-elle lentement. « Dans notre cabane, une cachette qu'il m'a montrée une fois, au cas où j'aurais besoin de trouver quelque chose d'important en cas d'urgence. » Elle leva les yeux vers lui. Il a dit que je saurais ce que cela signifiait le moment venu. « Où est-ce la cabane? »« Près d'Helena, dans le Montana. » « C'est à 4 jours de cheval. »« Je sais à quelle distance c'est, » dit-elle doucement. Il la regarda. Elle le regarda en retour. « On s'occupera de ça plus tard, » dit-il. « Pour l'instant, je dois envoyer un télégramme. Et ensuite, je dois te dire quelque chose et j'ai besoin que tu sois courageuse pendant que je le fais. »« Je suis toujours courageuse, » dit-elle. Encore une fois, ce n'était pas une vantardise, juste un fait qu'elle avait établi par la démonstration. « Je sais, » dit-il. « C'est la seule raison pour laquelle je te le dis. » Il s'assit sur les marches à côté d'elle, posa ses coudes sur ses genoux et lui parla franchement.
comme il aurait voulu qu'on lui parle à son âge, sans adoucir les choses et sans théâtralité. Garrick cherche toujours, dit-il. Il sait que ton père est parti et il cherche toujours, ce qui signifie que ce n'est plus une question de dette. Il s'agit de garder un secret enterré. Ton père a vu quelque chose lors de ses relevés, quelque chose que le syndicat Troyever devait garder caché. Ils l'ont tué pour ça. Et maintenant, ils veulent s'assurer qu'il ne reste rien qui puisse un jour parler. Mara resta très immobile. Moi, dit-elle. Toi, pas parce que tu sais quelque chose, mais parce que tu es en vie. Elle resta silencieuse un long moment. Le vent soufflait dans l'herbe et un faucon tournait au loin. Quelque part dans la grange, un des chevaux tapa du pied et souffla. « Qu'allez-vous faire » demanda-t-elle. « Je vais envoyer un télégramme à un homme nommé Samuel Cross à Fort Laramie. Il a combattu avec ton père et moi pendant la guerre. Il viendra si j'appelle. » Il fit une pause. « Et ensuite, je vais m'assurer que Garrick comprenne que s'en prendre à toi est la dernière erreur qu'il fera jamais. » Mara se tourna pour le regarder directement. « Papa a dit que vous ne faisiez jamais de promesses en l'air. »« Non, dit Caleb, je n'en fais pas. » Elle hocha lentement la tête, ramassa la botte, la serra contre sa poitrine et regarda l'horizon. Avec des yeux qui avaient déjà vu le pire et qui, d'une manière ou d'une autre, cherchaient encore ce qui allait suivre. « Alors je vous crois, dit-elle. » Caleb se leva et entra pour écrire le télégramme qui déclencherait une chaîne d'événements que personne ne pouvait entièrement prédire. Le message était court. C'était un langage dont ils avaient convenu pendant la guerre pour des situations exactement comme celle-ci. Un langage qu'ils avaient espéré ne plus jamais utiliser. La dette est réclamée. Attends ta réponse. Whitmore. Il l'envoya avec le commis d'Anville, un jeune homme nerveux aux doigts tachés d'encre, qui ne posa aucune question, factura 2 bits et promit une livraison pour le lendemain matin. En sortant, Caleb s'arrêta. « Quelqu'un d'autre en a envoyé des télégrammes récemment ?» dit-il. « Des étrangers, peut-être. Un grand homme avec une cicatrice sur le côté gauche du visage. » Le stylo du commis s'arrêta de bouger. « Il y a 3 jours, dit-il prudemment. Il a envoyé un message à Denver. Je ne suis pas censé dire ce qu'il disait. Je ne demande pas ce qu'il disait, dit Caleb. Je demande s'il mentionnait des noms. Le commis déglutit. Il mentionnait le nom de Hale, dit-il. Il disait que la recherche s'étendait aux associés connus. Associés connus. La main de Caleb reposait sur le cadre de la porte. Garrick savait pour lui. Peut-être pas encore, peut-être pas spécifiquement, mais il travaillait à partir de Tumut dans toutes les directions, tirant sur tous les fils. Et tôt ou tard, l'un de ces fils mènerait à un ranch du Wyoming, à un homme qui avait reçu une lettre et une botte cassée et qui avait pris une décision sur laquelle il ne pouvait pas revenir. Bien, pensa Caleb, alors qu'il vienne ici. Qu'il vienne à moi au lieu de la chercher quelque part où elle n'a aucune protection. Il retourna au ranch alors que le soleil montait vers midi et que le ciel prenait le bleu dur et plat d'un été du Wyoming. Il trouva Mara dans le jardin, arrachant les mauvaises herbes entre les rangées de légumes avec la même efficacité concentrée qu'elle mettait à tout, et il la regarda un moment avant qu'elle ne l'entende arriver. Cette petite fille des têtus qui avait déjà survécu à plus que la plupart des hommes adultes. Et il sentit le poids de la lettre de Thomas s'installer au fond de sa poitrine, là où elle resterait pour le reste de ce qui allait arriver. Certaines dettes ne pouvaient pas être payées en argent. Certaines dettes ne pouvaient être réglées qu'en étant présent. Caleb Whitmore avait cessé d'être présent pendant 15 ans. Il n'avait pas l'intention de refaire cette erreur. Samuel Cross arriva le lendemain matin, avant que le soleil n'ait complètement franchi l'horizon. Il avait chevauché si fort que son cheval était en sueur quand il descendit de selle. Caleb attendait sur le porche avec du café et un fusil appuyé contre le mur à côté de lui. Quand Samuel descendit de cheval et le regarda, aucun des 2 hommes ne dit rien pendant un moment. 15 ans, c'était long. Ça se voyait sur eux 2 aux endroits habituels. Le gris aux tempes, les rides plus profondes, la façon dont un homme se tenait quand ses genoux commençaient à avoir des opinions sur le temps. « Tu as une sale gueule, » dit Samuel. « Toi, c'est pire, » dit Caleb en lui tendant le café. Samuel en but la moitié d'un trait et regarda le ranch avec l'œil exercé d'un homme qui évalue un terrain. « J'ai eu ton message à 6 heures hier matin. J'ai chevauché sans m'arrêter. » Il rendit la tasse. « La dette est réclamée. On n'a pas utilisé ce langage depuis 65. » « Je sais. Thomas est mort dans le Montana. »
Recouvrement de dettes, c'est ce qu'il raconte. La vraie histoire, c'est qu'il a vu quelque chose lors de ses relevés qu'un syndicat de Denver voulait enterrer. Quand il n'a pas voulu coopérer, ils l'ont tué. Samuel resta silencieux un moment. Puis, la fille. Sa fille, 8 ans. Elle a marché 4 jours pour me trouver. Caleb fit une pause. Pieds nus. Les 2 derniers jours. Samuel se tourna et le regarda directement. Où est-elle maintenant? À l'intérieur, en train de dormir, peut-être. Plus probablement, assise à la table de la cuisine, faisant semblant de dormir parce qu'elle ne veut rien manquer. Il se détacha de la balustrade. Viens, il y a quelqu'un que tu dois rencontrer. Mara était en effet à la table de la cuisine, entièrement habillée, la botte à côté d'elle, et une tasse d'eau qu'elle s'était servie elle-même devant elle. Elle leva les yeux quand Samuel entra, avec l'évaluation calme de quelqu'un qui avait appris à lire rapidement les étrangers. Samuel enleva son chapeau sans qu'on le lui demande, ce que Caleb nota et apprécia. « Tu dois être Mara, » dit Samuel. « Vous êtes Samuel Cross, » dit-elle. « Papa a parlé de vous. Il a dit que vous étiez le meilleur joueur de cartes de toute l'armée de l'Union et que vous trichiez. » Samuel cligna des yeux, puis il éclata de rire. Le premier vrai rire que Caleb avait entendu dans cette maison depuis plus longtemps qu'il ne pouvait s'en souvenir. Il n'avait tort sur aucun des 2 points, dit Samuel en s'asseyant en face d'elle, comme s'ils se connaissaient depuis des années. Au cours de l'heure suivante, Caleb raconta tout à Samuel, la lettre, la botte, Garrick, le télégramme de Denver sur l'élargissement de la recherche aux associés connus. Samuel écouta comme il l'avait toujours fait pendant la guerre. Complètement immobile, ses yeux suivant chaque détail, ne demandant rien jusqu'à ce que Caleb ait fini. « Elias Garrick », dit Samuel quand Caleb cessa de parler. « J'ai entendu ce nom. Il travaille pour le syndicat Twaver de Denver. Ce ne sont pas des collecteurs de dettes ordinaires. Ils gèrent des fraudes foncières, des revendications illégales sur l'eau, des vols de droits miniers dans 3 territoires. Ils ont des juges et des politiciens dans leur poche, et ils font ça depuis des années sans que personne ne puisse rassembler assez de preuves pour les toucher. Thomas était en train de rassembler les preuves, dit Caleb. C'est relevé, dit Mara doucement. Les 2 hommes la regardèrent. Il tenait un carnet. Il notait tout ce qu'il voyait. Dates, noms, lieux. Il était très prudent avec ça. Elle enroula ses 2 mains autour de sa tasse d'eau. Papa savait ce qu'il faisait. Il savait que c'était dangereux. Il m'a dit un jour que la vérité était comme une graine. On la plante, on la protège, et un jour elle pousse, que les gens qui l'ont enterrée le veuillent ou non. Samuel regarda Caleb. Caleb regarda Samuel. La même pensée circula entre eux sans avoir besoin de mots. Thomas Hale était en train de monter un dossier, et quelque part dans le Montana, dans une cabane près d'Helena, ce dossier attendait toujours. « On s'occupe d'abord de Garrick, » dit Caleb. « Ensuite, on s'occupera du carnet. »« Avec combien d'hommes Garrick se déplace-t-il? » demanda Samuel. « Je ne sais pas encore. Walt, en ville, a dit qu'il en avait généralement 4 ou 5. Mais s'il sait que je suis impliqué, il pourrait en amener plus. Alors, nous en amènerons plus aussi. » Samuel sortit un papier plié de l'intérieur de son manteau et le posa sur la table. « J'ai envoyé un message avant de quitter Laramie. Monroe arrive du Colorado. Il devrait être là dans 3 jours. Jessup est à 1 jour de route, peut-être moins. » Caleb fixa le papier. Monroe. Jessup. Des noms qu'il n'avait pas prononcés à voix haute depuis des années, attachés à des visages qu'il avait essayé de garder à une distance prudente de sa vie quotidienne. Non pas parce qu'ils ne valaient pas la peine d'être gardés, mais parce que les garder signifiait rester connecté à tout ce que la guerre avait été. « Tu les as déjà appelés, » dit-il. « Je les ai appelés à la minute où j'ai reçu ton télégramme. Tu as utilisé le langage, ça veut dire que c'est réel. » Samuel replia le papier dans sa poche. « On n'a plus 20 ans, Caleb, mais on n'est pas mort non plus. Et Thomas Hale nous a tous sauvés au moins une fois. On n'oublie pas ce genre de dette juste parce que le temps passe. » Mara avait écouté tout cela sans interrompre. Maintenant, elle dit très doucement, « Papa dirait que vous êtes tous têtus. » « Il aurait raison, » dit Samuel. « Il viendrait quand même. » Elle sourit presque. « Oui, dit-elle, il viendrait. » Les 3 jours suivants se sont déroulés avec la tension particulière de l'attente que Caleb se rappelait de la guerre. Cette combinaison spécifique de préparation et d'appréhension qui vivait dans le corps comme un bourdonnement constant,
audible seulement aux petites heures du matin, quand tout le reste devenait silencieux. Il parcourait la ligne de clôture chaque matin, non pas parce qu'elle en avait besoin, mais parce que le mouvement l'aidait à penser. Il vérifiait ses fusils, comptait les munitions, étudiait chaque approche du ranch depuis chaque direction. Il avait choisi cette terre pour son ouverture, et maintenant il voyait cette ouverture différemment. Non pas comme une liberté, mais comme une exposition. Mara observait tout ce qu'il faisait avec ses yeux qui cataloguaient tout. Le deuxième matin, elle lui demanda de lui montrer comment charger son fusil de rechange. Il hésita exactement 3 secondes avant de décider qu'elle avait gagné le droit de poser cette question, et il lui montra. Elle le manipula sérieusement et avec soin et réussit du deuxième coup sans qu'on le lui dise. « Ton père t'a appris quelque chose sur les armes ?» demanda-t-il. « Il m'a appris qu'une arme est un outil, » dit-elle en vérifiant le mécanisme comme il le lui avait montré. Il a dit que la différence entre un outil et une arme est l'intention. Il a dit que la plupart des gens n'ont jamais à découvrir lequel ils tiennent. Il avait raison. Il a aussi dit que parfois, on n'a pas le choix. Elle posa le fusil et le regarda. Il avait raison sur ce point aussi, n'est-ce pas? Ouais, dit Caleb. Il avait raison. Monroe arriva le troisième après-midi, au coucher du soleil, avec l'aisance décontractée d'un homme qui avait passé plus de sa vie en selle que debout. Il était plus mince que dans le souvenir de Caleb. Ses cheveux étaient devenus complètement blancs, mais ses yeux étaient les mêmes, vifs et légèrement amusés partout. L'expression d'un homme qui avait décidé il y a longtemps que le monde ferait ce qu'il voulait et que la seule réponse sensée était de rester prêt et de garder son sens de l'humour. Il regarda Caleb. Il regarda Samuel. Il regarda Mara assise sur les marches du porche avec la botte sur ses genoux. Puis il regarda de nouveau Caleb. « La fille de Thomas ?» dit-il. « Ouais. » Monroe descendit de cheval, s'approcha du porche et s'accroupit au niveau des yeux de Mara, ce que Caleb remarqua car la plupart des hommes ne pensaient pas à le faire. « J'ai connu ton père, » dit Monroe. « Il m'a sorti d'une rivière à Antietam. L'eau était si froide que c'était comme être tenu dans un poing. J'aurais coulé en 30 secondes de plus. » Il soutint son regard. « Ça fait 20 ans que je veux rembourser cette dette. Je crois que c'est ma chance. » Mara l'étudia comme elle étudiait tout le monde, cet examen approfondi et sans hâte qui semblait aller au-delà de la surface d'une personne pour chercher ce qu'il y avait en dessous. Quoi qu'elle ait trouvé en Monroe, cela la satisfit. « Merci d'être venu, » dit-elle. « Remercie Thomas, » dit Monroe. « Je ne fais qu'honorer ce qu'il valait. » Jessup arriva le lendemain matin, silencieux comme toujours, juste après l'aube, avec à peine un mot de salutation. Il attacha son cheval et parcourut immédiatement la ligne de propriété, ses yeux faisant le genre de calcul détaillé qui n'avait de sens que si l'on comprenait ce qu'il mesurait. C'était le meilleur tireur que Caleb ait jamais vu, avant ou après la guerre. Le genre de précision qui venait d'une combinaison de talent, d'obsession et d'une absence totale d'hésitation au moment crucial. Quand il eut fini son inspection, il vint se tenir à côté de Caleb et dit « Le grenier de la grange, ligne de mer dégagée sur l'approche principale et les deux flancs. » « C'est ce que je pensais, » dit Caleb. « Un bon endroit où être si ça en arrive là. » « Ça va en arriver là. » Jessup hocha la tête comme si ce n'était ni une bonne ni une mauvaise nouvelle, mais simplement une information à classer et à utiliser. « Comment va la fille? » Caleb jeta un coup d'œil vers la maison. À travers la fenêtre, il pouvait voir Mara et Monroe à la table de la cuisine. Monroe racontait apparemment une histoire qui faisait osciller l'expression de Mara entre le scepticisme et un intérêt réticent. « Plus forte qu'elle n'a le droit de l'être, » dit-il. « Thomas était comme ça, » dit Jessup. « L'homme le plus fort que j'ai jamais connu, et il n'en a jamais eu l'air. » Ce soir-là, ils mangèrent tous les 5 ensemble pour la première fois. Un repas simple, des haricots et du pain de maïs que Mara avait préparé sans qu'on le lui demande. Elle se déplaçait dans la cuisine de Caleb avec la compétence concentrée d'une enfant qui cuisinait pour elle-même et son père depuis qu'elle était assez grande pour atteindre la cuisinière. Elle mit la table avec une précision soignée, 5 places, ce qui signifiait qu'elle les avait comptées, qu'elle avait suivies, s'assurant que personne ne soit oublié. Monroe la regarda faire, puis regarda Caleb avec une expression qui n'avait pas besoin de mots. Caleb détourna le regard. Après avoir mangé, Samuel étala une carte du ranch dessinée à la main sur la table, et ils planifièrent. Position, ligne de mire, itinéraire de repli. Que faire si la grange prenait feu?
Que faire si la maison était prise à revers? À quel moment il déplacerait Mara dans la cave à légumes et ce qu'elle y trouverait? Elle assista à tout cela sans qu'on lui demande de partir et aucun d'eux ne suggéra qu'elle le devrait. Elle avait gagné sa place à cette table avec 4 jours de pieds en sang et le courage de frapper à la barrière d'un étranger. L'entrée de la cave, dit Caleb à un moment donné. Accès intérieur seulement. J'aurais dû vérifier la porte extérieure. Il regarda Samuel. Nous devons la barricader avant demain. Déjà fait, dit Jessup. Il était sorti cet après-midi pendant que les autres parlaient. Monroe se pencha en arrière sur sa chaise. Vous savez à quoi je n'arrête pas de penser, dit-il. Pourquoi Garrick a attendu si longtemps? Ça fait 3 semaines que Thomas est mort. Pourquoi n'a-t-il pas bougé plus vite? Parce qu'il n'est pas sûr d'où elle est, dit Samuel. Il sait que Thomas l'a envoyée quelque part, mais il ne sait pas où. Il a ratissé large pour trouver sa piste. Il fit une pause. Quand il comprendra qu'elle est venue ici, il saura que nous avons eu le temps de nous préparer. Il voudra venir en force. Qu'il vienne, dit Caleb. Facile à dire, répondit Monroe, sans méchanceté. Plus difficile à tenir quand il y a 8 hommes dans votre cour au lieu de 4. Alors nous tiendrons plus fort, dit Caleb. Mara, qui était restée silencieuse pendant plusieurs minutes, dit « Puis-je demander quelque chose? » Ils la regardèrent tous. « Vas-y, dit Caleb. Quand Garrick viendra, dit-elle. Que veut-il vraiment? Veut-il le carnet? Veut-il savoir ce que papa savait? Ou veut-il juste s'assurer que personne ne pourra jamais rien prouver? » Les 4 hommes échangèrent un regard. C'est Samuel qui répondit, car Samuel avait toujours été celui qui pouvait parler clairement des choses laides sans les rendre plus laides qu'elles ne l'étaient. Il veut s'assurer que le secret reste enterré, dit-il. C'est tout. Pas d'informations, pas de preuves, juste le silence. Mais le carnet est dans le Montana, dit Mara. Même si quelque chose m'arrivait, le carnet serait toujours là. Quelqu'un pourrait toujours le trouver. Il ne le sait pas, dit Caleb. Il pense que ton père te l'a peut-être donné. Et même s'il soupçonnait de le contraire, il ne peut pas se permettre de laisser des affaires en suspens. Tu es une affaire en suspens, Mara. Pas à cause de ce que tu sais, mais parce que tu es en vie. Parce que tu es la preuve que ton père a existé et qu'il valait la peine d'être tué. Elle absorba cela sans broncher. Autour de la table, les 4 vieux soldats la regardèrent en faire, et chacun d'eux, à sa manière, enregistra la même chose. La même qualité qui avait rendu Thomas Hale exceptionnel. Cette capacité à regarder la vérité d'une situation sans scier, à encaisser le pire, et à rester fonctionnel, toujours orienté vers ce qui devait être fait. Elle l'avait. Je l'avais depuis le moment où elle avait franchi la barrière avec des pieds en sang et une botte cassée, et avait refusé d'être diminuée par tout cela. « D'accord, dit-elle. Alors nous nous assurerons qu'il n'obtienne pas ce pourquoi il est venu. » « C'est le plan, dit Monroe en lui souriant, et pendant un instant, la cuisine parut presque ordinaire, presque comme le genre d'endroit où des choses difficiles pouvaient être dites, posées et traitées, et où la vie pouvait continuer de l'autre côté. Presque. Ils ont établi des tours de garde après le souper. 2 hommes éveillés en permanence, les autres dormant à tour de rôle. Mara est allée dans sa chambre sans discuter, mais Caleb savait qu'elle ne dormirait pas. Pas profondément, pas encore. Il avait vu assez de soldats dans assez de camps pour reconnaître la vigilance particulière de quelqu'un dont le corps avait décidé que le sommeil était un handicap jusqu'à nouvel ordre. Il était lui-même à la fenêtre vers minuit quand il entendit sa porte s'ouvrir et ses pas silencieux dans le couloir. Elle apparut dans l'embrasure de la porte, enveloppée dans sa courte pointe, la botte sous le bras, le regardant avec ses yeux impassibles. « Tu es censé dormir, dit-il. Vous aussi. Je suis de garde. Je sais. » Elle vint s'asseoir sur la chaise à côté de la fenêtre, repliant ses pieds sous la courte pointe. « Je ne gênerai pas. Je ne veux juste pas être seul dans l'autre pièce pendant que vous êtes tous ici. » Il la regarda un instant, puis il se retourna vers la fenêtre. « C'est juste, dit-il. » Ils restèrent assis en silence un moment, observant l'obscurité. Les étoiles étaient denses au-dessus. Le vent soufflait dans l'herbe et quelque part au loin, un coyote appela une fois et se tut. C'était le genre de silence qui avait un poids. Le silence de personnes qui avaient dit les choses difficiles et qui étaient maintenant assises de l'autre côté, ensemble. « Monsieur Whitmore, » dit Mara. « Caleb. » « Caleb. » Elle l'essaya et le garda. « Étiez-vous proches, vous et papa, pendant la guerre? »
Aussi proches que deux hommes peuvent l'être quand ils essaient de rester en vie ensemble, dit-il. Ce genre de proximité est différent de la proximité normale. On n'en parle pas beaucoup. On le sait, c'est tout. Il en parlait, dit-elle. Pas des combats, mais des hommes. Il disait qu'il y en avait quelques-uns à qui il confierait n'importe quoi. Sa vie, quelqu'un qu'il aimait. Elle resta silencieuse un moment. Il parlait de vous. Je pense qu'il a toujours parlé de vous. Les mains de Caleb se crispèrent légèrement sur le fusil. Ton père était un homme meilleur que moi, dit-il. Il a dit que vous diriez ça, répondit Mara. Il a dit que vous disiez toujours ça. Il a dit que ce n'était pas vrai. Il avait tort. Il n'avait pas tort. Elle le dit de la même manière qu'elle disait tout, avec cette certitude complète et simple. Un homme qui n'était pas bon ne serait pas assis à minuit avec un fusil pour protéger la figue de quelqu'un d'autre. Un homme qui n'était pas bon aurait lu cette lettre et l'aurait brûlée. Caleb ne répondit pas. Dehors, la nuit du Wyoming s'étendait dans toutes les directions, sombre et immense, et pleine du silence particulier qui précède les choses sur lesquelles on ne peut pas revenir. Quelque part au sud d'eux, ils savaient qu'Elias Gurick chevauchait, se déplaçant dans l'obscurité avec une cicatrice sur le visage et un calcul dans la poitrine. Sans plus de sentiments sur ce qu'il avait l'intention de faire qu'un homme n'en ressent en enfonçant un clou. Il venait. Ils le savaient tous les deux. Garrick ne s'arrêtait pas. C'était le truc avec les hommes comme lui. Ils ne reconsidéraient pas, ne pesaient pas les coups comme les gens ordinaires. Ils avançaient vers l'objectif et enlevaient tout ce qui se dressait entre eux et lui. Et ils le faisaient depuis assez longtemps pour ne plus enregistrer le poids de ce qu'ils enlevaient. Ce que Garrick ne savait pas, ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que l'homme assis à cette fenêtre avait pris une décision 3 jours plus tôt qui n'avait pas de prix. Certaines dettes étaient plus grandes que l'argent. Certaines dettes étaient plus grandes que la sécurité, le confort ou la vie tranquille qu'un homme avait passé 15 ans à construire. Et certaines dettes ne pouvaient être réglées que d'une seule manière, en se tenant entre la chose qui avait besoin de protection et l'obscurité qui venait la chercher, et en ne bougeant pas. Caleb Whitmore ne bougeait pas. Mara s'est endormie sur la chaise vers 2 heures du matin, la botte toujours dans ses bras, sa tête inclinée contre le mur. Il a bien enroulé la courte pointe autour de ses épaules, s'est retourné vers la fenêtre et a surveillé la route jusqu'à ce que l'aube se lève, grise et froide. Samuel est alors apparu dans l'embrasure de la porte pour prendre la relève. « Quelque chose ?» dit Samuel doucement, en regardant la fille endormie. « Rien pour l'instant, » dit Caleb. « Tu penses que c'est pour aujourd'hui ?» Caleb se leva, s'étira et regarda la route vide. « Non, » dit-il. « Demain, peut-être après-demain. Il ne se presse pas. Il veut nous fatiguer. » Il ramassa son fusil. « Ne nous laissons pas fatiguer. » Samuel se déplaça vers la fenêtre. Caleb alla préparer le café, passant silencieusement à côté de Mara pour ne pas la réveiller. Dehors, le ranch était immobile et en attente dans la faible lumière du matin, retenant son souffle comme tout retient son souffle avant le moment qui le change pour toujours. Garrick est arrivé le 2e après-midi et il est venu comme s'il voulait être vu. Caleb était à la clôture quand Samuel a appelé depuis le porche, sa voix ayant la platitude particulière d'un homme rapportant quelque chose qu'il attendait sans vouloir que ça arrive. Caleb s'est tourné, a regardé vers l'est et a d'abord vu la poussière. Une fine ligne brune s'élevant contre le ciel pâle, puis les cavaliers en dessous. 6 d'entre eux, répartis en une ligne lâche, se déplaçant à un rythme délibéré qui n'était ni pressé ni hésitant. Le genre de rythme qui disait qu'ils avaient déjà fait ça et qu'ils le referaient, et que le résultat n'était pas quelque chose qui les avait empêchés de dormir. Monroe est apparu à côté de Caleb sans un mot, et s'est tenu là, regardant les cavaliers, les bras ballants. Jessup s'était déjà dirigé vers la grange sans qu'on le lui dise, emportant son fusil et son don particulier avec lui à la position qu'ils avaient convenue. Samuel est descendu du porche et les 3 hommes ont attendu ensemble à la clôture, tandis que les pas de Mara traversèrent le porche au-dessus d'eux et que la porte s'ouvrait. « À l'intérieur, » dit Caleb sans se retourner. « Je veux juste voir. » Mara. Il a dit son nom comme son père l'aurait dit. Il le soupçonnait, calme et absolu. À l'intérieur, maintenant, une pause. Puis ses pas sont retournés sur le porche et la porte s'est fermée. Les 6 cavaliers se sont arrêtés à 40 mètres. Pendant un long moment, personne n'a bougé de part et d'autre. Le vent a soufflé dans l'herbe entre eux.
Les chevaux se sont agités et ont soufflé, et la poussière s'est lentement déposée autour des bottes des cavaliers. Puis le chef de file est descendu de cheval. Il était grand, plus large d'épaules que ce que Caleb avait imaginé d'après la description de Walt, avec un chapeau à large bord tiré bas et un fusil tenu nonchalamment dans sa main droite. La cicatrice courait de sa tempe gauche à sa mâchoire, pâle sur une peau burinée, tirant le côté gauche de son visage en un léger rictus permanent. Il s'est avancé seul, ses hommes restant à cheval derrière lui, et il s'est arrêté à 3 mètres de la clôture. Il a regardé les 3 hommes qui lui faisaient face avec l'évaluation calme de quelqu'un qui estime du bétail. « Je cherche Caleb Whitmore », dit-il. Sa voix était plate et sans hâte, la voix d'un homme qui n'avait jamais eu besoin de l'élever pour faire valoir son point de vue. « Vous l'avez trouvé », dit Caleb. Les yeux de Garrick se sont déplacés sur les 3 hommes, cataloguant, calculant. Puis, ils se sont posés sur Caleb. « Vous savez pourquoi je suis là? Je sais que vous êtes sur ma propriété sans invitation. Je recouvre une dette. Thomas Hale a contracté avec l'organisation Trover et n'a pas rempli ses obligations. Selon les termes de ce contrat, sa dette impayée est transférée à son héritière légale. » Garrick a dit cela comme un homme récitant quelque chose qu'il avait dit assez de fois pour que cela ne signifie plus rien. « La fille, livrez-la et nous partons. Pas de problème. Juste des affaires. Thomas Hale est smart, dit Caleb. Ce qu'il devait est smart avec lui. Ce n'est pas comme ça que les contrats fonctionnent. Elle a 8 ans. Assez grande pour porter un nom, dit Garrick. Assez grande pour porter ce qui va avec. Monroe a fait un bruit à côté de Caleb, bas et tendu, le son qu'un homme fait quand il s'efforce de retenir quelque chose. Caleb a gardé les yeux sur Garrick. « Voici ce qui va se passer, » dit Caleb. « Vous allez faire demi-tour, retourner à Denver et dire à celui qui vous a envoyé que la dette est nulle. La fille est sous ma protection. Quiconque vient la chercher devra d'abord passer par moi. » Garrick l'a étudié un moment. « 4 vieillards, dit-il, contre 6. On a affronté pire. » Quelque chose a bougé dans les yeux de Garrick. Pas tout à fait du respect, pas tout à fait de l'amusement. Quelque chose de plus froid que les deux. Ce n'est pas une guerre, Whitmore. Ce sont des affaires. Les hommes comme vous ne gagnent pas contre les affaires. Les affaires n'ont pas de sentiments à qui faire appel, ne se fatiguent pas, ne manquent pas d'hommes à envoyer. Il fit une pause. « Partez. Emmenez la fille ailleurs si vous voulez, quelque part loin. Mais ne devenez pas le problème, car l'organisation a une façon très particulière de traiter des problèmes. J'ai déjà été un problème, dit Caleb. Je suis toujours là. » Garrick le regarda longuement. Puis il se tourna et retourna vers son cheval. Il monta avec l'aisance nonchalante d'un homme qui avait décidé quelque chose. « La prochaine fois que je reviendrai, dit-il par-dessus son épaule, ce ne sera pas pour parler. »« Alors ne vous donnez pas la peine de frapper, » dit Caleb. Les 6 cavaliers ont tourné et se sont dirigés vers l'est par où ils étaient venus, et Caleb les a regardés jusqu'à ce que la poussière soit fine et lointaine. Puis il a expiré lentement par le nez et s'est tourné pour trouver Samuel qui le regardait déjà. « En reconnaissance, » dit Samuel. « Ouais. Il voulait nous compter, voir ce qu'on avait. Voir comment on réagirait. » Caleb se tourna vers la maison. « Il reviendra ce soir ou demain matin et il en amènera plus. »« Combien de plus, tu penses? » demanda Monroe. « Assez pour qu'il pense que ça règle l'affaire. » Caleb monta les marches du porche, ce qui signifie que nous devons nous assurer que ce ne soit pas le cas. Mara se tenait à l'intérieur de la porte. Elle avait tout entendu à travers le bois. Il pouvait le dire à son visage, cette expression particulière de quelqu'un qui traite une information qu'elle espérait différente de ce qu'elle était. Elle regarda Caleb et dit, « Il ne va pas s'arrêter. » « Non. Même si j'allais avec lui, même si je le laissais juste me prendre, il le ferait quand même. » Elle s'arrêta. « Il le ferait quand même, » confirma Caleb. « Tu n'es pas un problème qu'il peut résoudre en te prenant, Mara. Tu es un problème qu'il ne peut résoudre que d'une seule manière. C'est pourquoi tu ne t'approcheras jamais de lui. » Elle hocha la tête, s'assit à la table, posa la botte sur ses genoux et resta silencieuse 1 minute. Puis elle dit, « Qu'est-ce que vous avez besoin que je fasse? » Caleb tira une chaise et s'assit en face d'elle. « J'ai besoin que tu fasses exactement ce que nous avons prévu. Quand les tirs commenceront, cave à légumes, entrée intérieure seulement, porte verrouillée de l'intérieur.
Tu y restes jusqu'à ce que l'un de nous vienne te chercher. Et si aucun de vous, l'un de nous viendra. Mais si, Mara, il attendit qu'elle le regarde. J'ai besoin que tu me fasses confiance maintenant. Pas parce que tout va se passer parfaitement. Ce ne sera pas le cas. Les choses vont mal tourner de manières auxquelles nous n'avons pas pensé. C'est comme ça que ça marche toujours. Il soutint son regard. Mais j'ai besoin que tu crois que peu importe ce que tu entends depuis cette cave, ton travail est d'y rester. Peux-tu faire ça? Elle serra la botte plus fort. Oui, dit-elle, je peux faire ça. Bonne fille. Cette nuit-là, ils se sont assis une dernière fois autour de la table et Jessup a parlé plus que Caleb ne l'avait jamais entendu parler en une seule fois. Il a raconté à Mara la fois où Thomas était revenu le chercher dans ce champ de tabac, le traînant sur un demi-mille à travers les tirs ennemis, avec déjà 2 balles dans le corps, sans s'arrêter une seule fois. Il l'a raconté simplement, sans fioriture, comme le racontent les hommes qui ont vraiment vécu quelque chose, et Mara a écouté de tout son corps, parfaitement immobile, ses yeux ne quittant jamais le visage de Jessup. Quand il a fini, elle a dit « Il ne m'a jamais raconté cette histoire. » « Il ne l'aurait pas fait, » dit Jessup. Il ne pensait pas que ça valait la peine d'être raconté. Il pensait que faire le bien était juste ce qu'on faisait, pas quelque chose qui devait être enregistré. Il fit une pause. Il avait tort sur ce point. Ça doit être enregistré. Tu dois savoir ce qu'il était. Je sais ce qu'il était, dit-elle doucement. Alors tu sais pourquoi nous sommes là. Elle regarda autour de la table, les 4 hommes. Ces hommes usés, grisonnants, sérieux, qui avaient chevauché depuis 3 directions différentes à l'appel d'un seul télégramme, qui avaient renoncé à leur propre routine et à leur sécurité sans un moment de négociation. Il dirait que vous êtes tous des imbéciles têtus, dit-elle. Probablement, acquiesça Monroe. Il aurait tort. Monroe sourit. Certainement. Caleb a pris la première garde avec Samuel et ils se sont assis sur le porche dans le noir, parlant très peu. Vers minuit, Samuel a dit, « Tu sais que ça va nous coûter quelque chose de réel. » Je sais. Monroe n'est pas aussi rapide qu'avant. Son épaule le fait souffrir. Je sais. Jessup est bon là où il est, mais s'il se précipite sur la grange. Samuel. Caleb se tourna pour le regarder. Je sais tout ça. Je fais les calculs dans ma tête depuis 3 jours. Je sais exactement ce que cela pourrait coûter, et je le demande quand même. Samuel resta silencieux un moment. « Je ne me plains pas, hein, dit-il finalement. Je m'assure juste que tu vois les choses clairement. Je les vois clairement. Très bien, alors. Samuel se retourna vers l'obscurité. Je voulais juste être sûr. Ils sont venus le lendemain matin avant le lever du jour et ils sont venus à 8 hommes cette fois. Caleb les a vus de la fenêtre où il avait fait sa dernière garde de la nuit. Il a vu les formes se déplaçant dans le gris de l'aube, largement réparties en un arc conçu pour couvrir toutes les approches à la fois. Professionnel, discipliné. Le genre de formation qui lui a dit que Garrick avait déjà fait exactement cela et savait ce qui fonctionnait. Il a réveillé les autres d'un seul coup sur chaque porte, et au moment où la lumière s'était assez renforcée pour y voir, les 4 hommes étaient en position. Mara était dans la cave à légumes avec la porte verrouillée, la botte de son père dans les bras et assez de nourriture et d'eau pour tenir 2 jours si nécessaire. Elle n'avait pas pleuré en descendant. Elle avait regardé Caleb en haut des marches de la cave et avait dit « Revenez ». Et qu'il avait dit « C'est le plan ». Des ténèbres, elle était descendue dans l'obscurité et il avait entendu le verrou glisser de l'intérieur. Garrick est arrivé en tête de ses 8 hommes, s'est arrêté à 30 mètres de la barrière et est resté en selle cette fois. La courtoisie de la veille avait disparu. Il tenait son fusil sur ses cuisses et regardait la maison, puis la grange, puis Caleb debout à la clôture. « Dernière chance », cria Garrick. « Envoyez-la et nous partons. » « Je vous ai déjà donné ma réponse, » dit Caleb. « Réponse différente cette fois. 8 hommes, Whitmore, vos 4 contre mes 8. Vous savez comment ça se termine. Je sais comment vous pensez que ça se termine, dit Caleb. J'ai le terrain pour moi, j'ai des hommes de confiance et quelque chose pour lequel il vaut la peine de mourir. Combien de vos 8 hommes peuvent en dire autant pour une paye? Quelque chose vacilla sur le visage de Garrick. Pas exactement le doute, mais son ombre. Il regarda ses hommes de chaque côté, puis de nouveau Caleb. Ainsi soit-il.
dit-il en levant la main. Tout s'est passé vite après ça, et lentement en même temps, comme toujours. Comme Caleb se souvenait de chaque engagement auquel il avait survécu. Le temps faisant cette chose étrange et élastique où les secondes s'étiraient assez longtemps pour penser à l'intérieur, et pourtant la séquence des événements s'effondrait dans un flou quand on essayait de la reconstruire après coup. La main de Garrick est tombée. 4 cavaliers se sont élancés vers la maison et 4 vers la grange. Jessop a ouvert le feu depuis le grenier avec le premier tir, faisant tomber le premier cavalier de la grange de sa selle avant que l'homme n'ait parcouru la moitié de la distance. Samuel a tiré 2 fois depuis la fenêtre est, de manière contrôlée et délibérée, et l'un des cavaliers se dirigeant vers la maison a tressailli et est tombé. Monroe a pris position à la porte arrière et Caleb a tiré depuis l'avant, manœuvrant le mécanisme avec la mémoire musculaire d'un homme qui l'avait fait dans des conditions pires, une lumière plus faible et avec moins de sommeil. 2 cavaliers ont atteint le mur de la maison et sont descendus de cheval, utilisant leur monture comme couverture. L'un d'eux a tiré à travers la fenêtre avant, arrachant un morceau du cadre à 15 cm de la tête de Caleb. Il s'est baissé sous le rebord, a rechargé, est remonté sous un angle différent et a tiré 2 fois. Un des chevaux a hurlé et s'est cabré, et l'homme derrière lui s'est précipité pour trouver une nouvelle couverture, offrant à Samuel un angle de tir net. 3 attirèrent, a crié Samuel depuis la fenêtre est. La grange est clouée au sol, a crié Jessop de l'autre côté de la cour. 2 bougent encore, je n'ai pas de tir net. Monroe, dit Caleb. Feu de suppression sur la grange, 30 secondes. Monroe a changé de position sans un mot et a commencé à tirer vers la grange à un rythme régulier, n'essayant pas de toucher, mais de garder les têtes baissées. Et les 30 secondes ont donné à Jessop la fenêtre dont il avait besoin. 2 tirs du grenier, précis et finaux, et la pression sur la grange s'est relâchée. 4 à terre, il en restait 4, en comptant Garrick. Garrick lui-même était descendu de cheval pendant l'échange et avançait à pied, utilisant la ligne de clôture comme couverture, se dirigeant vers la maison sous un angle qui le gardait hors de la ligne de mire de quiconque. Caleb le suivait à travers la fenêtre brisée et ne pouvait pas tirer, les poteaux de clôture traversant l'angle à chaque fois qu'il s'alignait. Puis la porte arrière a cédé. Le fracas fut assourdissant, même au-dessus des coupes de feu, et Monroe tira 2 fois avant que Caleb ne puisse se tourner. L'homme qui entrait s'effondra sur le seuil, et Monroe dit entre ses dents, « La porte arrière est fichue. Il me reste 8 cartouches. »« Combien en avons-nous au total? » dit Caleb. « 60 peut-être, entre nous. » 60 cartouches contre 4 hommes, c'était bien sur le papier. Le papier ne tenait pas compte de l'homme à la cicatrice qui était maintenant au mur et de la maison et se dirigeait vers la fenêtre d'où Samuel tirait. Et il ne tenait pas compte du coup de feu qui a traversé le plancher par en dessous, car un des hommes de Garrick avait trouvé l'entrée du vide sanitaire sous le porche. Le tir a traversé les planches en biais, ne touchant personne, mais il a tout changé, car cela signifiait que la maison n'était plus la position sûre qu'elle avait été 30 secondes auparavant. Et Caleb a pris la décision avant même d'avoir fini d'y penser. Repli sur le mur intérieur. Maintenant. Ils ont bougé et les 2 minutes suivantes ont été serrées, laides et bruyantes. Le genre de combat qui ne laisse aucune place à la stratégie, seulement à la réaction. Samuel a abattu l'homme qui était dans le vide sanitaire quand il a essayé de passer par la trappe dans le coin de la cuisine. Monroe tenait l'arrière de la maison. Jessop, descendant du grenier quand la grange a été dégagée, est entré par la fenêtre latérale et a pris position à côté de Caleb avec 12 cartouches restantes et les mains les plus stables de la pièce. Puis la voix est venue de l'extérieur. Pas la voix de Garrick, plus jeune, plus aiguë, avec une peur sous-jacente que l'homme essayait de contrôler. « On a la fille. » Le sang de Caleb se glaça. Pas froid comme la peur est froide. Froid comme la certitude est froide. Il s'est approché de la fenêtre, a regardé et sa poitrine s'est bloquée. Un des hommes de Garrick se tenait à découvert à 20 mètres de la maison. Il tenait Mara devant lui, un bras sur sa poitrine, un pistolet pressé contre le côté de sa tête. Son visage était blanc et strié, et ses yeux étaient furieux. Pas effrayés, furieux. Cette qualité de Thomas Hale qu'il avait appris à connaître au cours des semaines où elle était là. Ce refus absolu d'être diminué même quand tout était contre elle. La porte de la cave, pensa Caleb.
la porte extérieure qu'il avait dit à Samuel de barricader. Il se tourna et regarda Samuel. Il y a rien là. Et le visage de Samuel lui dit tout. Dans le chaos de l'attaque, ça n'avait pas été fait. Un oubli. Une seule tâche négligée. Et maintenant, Mara était à 20 mètres avec un pistolet sur la tempe. « Posez vos fusils !» cria l'homme. « Tous les quatre. Les fusils par terre ou elle meurt maintenant. Je ne plaisante pas. » Samuel s'avança à côté de Caleb, regarda par la fenêtre pendant 2 secondes et recula. « 60 mètres à gauche, tu pourrais avoir l'angle, » dit-il très doucement. « Peut-être. » Caleb regarda son fusil. Le tir était possible. C'était possible comme beaucoup de choses sont possibles, techniquement réalisables dans des circonstances idéales par un homme reposé, en pleine lumière, qui ne regarde pas le visage d'une fillette de 8 ans en faisant le calcul. « Si je rate d'un pouce, je sais, » dit Samuel. Monroe s'approcha de l'autre côté. « Elle va faire quelque chose, » dit-il doucement. « Regarde ses mains. » Caleb regarda. Les mains de Mara étaient le long de son corps, ni molles ni jointes. Ses doigts étaient légèrement écartés et son poids s'était déplacé presque imperceptiblement vers l'avant sur son pied gauche. Il avait déjà vu cette posture. Il lui avait lui-même enseigné cette posture 3 jours plus tôt, près de la grange, en lui montrant quoi faire si elle avait un jour besoin de créer de la distance rapidement. Elle avait été attentive. Elle était toujours attentive. « N'ose même pas, » dit Caleb à voix basse. Ne le pensant pas, le pensant complètement. « Le temps presse !» cria l'homme dehors. « Les fusils à terre. » Maintenant, Mara bougea. Elle a planté son coude droit directement dans l'estomac de l'homme avec toute sa force. Le bras sur sa poitrine s'est desserré et elle n'a pas hésité. Elle s'est laissée tomber au sol comme Caleb le lui avait montré, se libérant. Le pistolet de l'homme a suivi sa descente et Caleb a tiré. Le tir a atteint l'homme à la gorge. Il est tombé en arrière, le pistolet est tombé et Mara était déjà sur ses pieds, courant en zigzag comme Caleb le lui avait aussi montré, se transformant en cible mobile. Des balles ont soulevé la poussière de 2 directions, alors que le dernier homme de Garrick ouvrait le feu depuis sa couverture. Samuel et Monroe ont fourni un feu de suppression et Caleb s'est tenu dans l'embrasure de la porte, la regardant courir. Elle a atteint les marches du porche, a franchi la porte et Caleb l'a attrapée, la serrant contre sa poitrine. Il sentit son cœur battre à tout rompre, comme le cœur d'un oiseau pris au piège. Il la palpa de ses mains, épaules, bras, visage, cherchant du sang qui n'était pas là. « Es-tu blessé ?» dit-il. Non. Elle respirait fort, ses mains agrippées à sa chemise. « Je suis désolé. Je suis désolé. La porte de la cave n'était pas... » « Je sais. Ce n'est pas ta faute. » Il la recula et regarda son visage. « Tu as bien fait. Tu as fait exactement ce qu'il fallait. »« J'avais peur, » dit-elle comme si c'était une confession. « Bien, » dit-il. « La peur signifie que tu réfléchis. » Il regarda Samuel par-dessus sa tête. « Combien en reste-t-il? »« 2, » dit Samuel. « Garrick et un autre. L'autre est derrière l'abreuvoir de la grange. » Il fit une pause. « Garrick est à découvert. Il marche vers nous. » Caleb écarta Mara de lui et la regarda directement. « Cave à légumes. Maintenant, on peut pide. » Entrée intérieure. Verrouille. Cette fois, elle n'hésita pas. Elle prit la botte là où elle était tombée près de la porte et y alla. Caleb se tourna vers la pièce. Monroe avait des coupures de verre sur le front à cause d'un tir précédent à travers la fenêtre, saignant abondamment mais sans gravité. Le côté gauche de Samuel bougeait avec précaution, comme il le faisait quand sa vieille blessure aux côtes se rappelait à lui. Jessup se tenait avec son fusil à la fenêtre, son visage entièrement vide de tout, sauf de la tâche qui l'attendait. La voix de Garrick vint de la cour, plate, froide et ayant fini de jouer la comédie. « Vous venez de tuer le seul homme qui voulait la prendre vivante, Whitmore. Maintenant, on finit ça à la dure. » Caleb ramassa son fusil, vérifia le mécanisme et regarda ses hommes. 3 vieux soldats avec des coupures de verre et de vieilles blessures, et entre 30 et 40 cartouches restantes entre eux. Un homme derrière un abreuvoir, un homme marchant vers la porte, et 15 ans de calme accumulés au fond de la poitrine de Caleb, tout cela convergeant vers un point. « Très bien, » dit-il. « Finissons-en. » Garrick marchait vers la maison comme un homme marche vers quelque chose dont il a déjà décidé de l'issue, sans hâte et délibérément,
son fusil dans la main droite et sa main gauche ballante. Caleb l'observait à travers la fenêtre brisée et comprit quelque chose à son sujet à ce moment-là qu'il n'avait pas compris auparavant. Garrick n'était pas en colère. Il n'était même pas particulièrement investi. C'était un homme faisant un travail qu'il avait fait tant de fois que les êtres humains impliqués avaient cessé de s'enregistrer comme des êtres humains. Ils étaient des variables, des obstacles, des choses à résoudre. C'est ce qui le rendait dangereux. Pas sa taille, pas la cicatrice, pas les 6 hommes qu'il avait amenés et perdus. Le vide. Un homme qui ne ressentait rien à propos de ce qu'il faisait ne pouvait être raisonné, ne pouvait être supplié, ne pouvait être fait hésiter au moment critique par rien d'autre que la force. Monroe, dit Caleb, sans quitter des yeux l'approche de Garrick. L'homme à l'abreuvoir, peux-tu le tenir depuis la fenêtre arrière? Je peux le tenir tant que mes munitions tiennent, dit Monroe. Il me reste 9 cartouches. Fais en sorte qu'elle compte. Toujours. Jessup. Caleb se tourna. J'ai besoin de toi sur l'homme de Garrick dès qu'il sortira de sa couverture. À la seconde où il bouge, tu le prends. Jessup hocha la tête une fois, se repositionnant déjà. Samuel. Caleb regarda son plus vieil ami. Le visage de Samuel était crispé par la douleur aux côtes qu'il ne mentionnait pas, mais ses yeux étaient clairs et stables. Tu es avec moi à la porte. Où d'autre serais-je? Dit Samuel. Garrick était maintenant à 20 mètres. Il avait légèrement dévié vers la droite, restant près du mur de la maison où les angles de fenêtre étaient mauvais, se dirigeant vers la porte d'entrée avec la patience méthodique d'un homme qui avait fait ce calcul exact dans sa tête et aimait les chiffres. Caleb s'éloigna de la fenêtre et se positionna avec une ligne de mire claire sur l'entrée. Samuel prit le mur de gauche, fusil levé. La porte céda violemment. La botte de Garrick la frappa juste en dessous du loquet et le cadre céda avec un craquement qui ressembla à un coup de fusil. Il entra, remplissant l'embrasure de la porte, son arme se balançant déjà vers Caleb. Ils tirèrent en même temps. Le tir de Garrick passa haut et à droite, perforant le mur derrière l'épaule de Caleb. Le tir de Caleb alla là où il l'avait visé, en plein dans le torse, et l'impact projeta Garrick en arrière d'un pas, puis d'un deuxième. Il resta dans l'embrasure de la porte un instant, se regardant avec une expression presque perplexe, comme si le calcul avait donné un résultat différent de ce qu'il attendait. « Vous auriez dû accepter l'accord, » dit-il, sa voix déjà mouillée et s'estompant. « Il n'y avait pas d'accord, » dit Caleb. « Il n'y a jamais eu d'accord. Il y avait juste un homme essayant de mettre un prix sur la vie d'un enfant, et il n'y a pas de chiffre assez élevé pour ça. » Garrick le regarda. Ce qui se trouvait derrière ses yeux s'éteignait comme une lampe sans huile, lentement puis d'un seul coup. Il tomba en arrière du porche et heurta le sol durement, et le son de sa chute se propagea dans la cour dans le silence soudain et relatif. Dehors, presque simultanément, 2 tirs du grenier de la grange. Jessup, puis le silence, puis la voix de Monroe depuis la pièce du fond. L'homme de l'abreuvoir est à terre, j'ai les yeux sur la cour, rien ne bouge. Caleb resta dans l'embrasure de la porte, le fusil toujours levé, pendant 5 longues secondes, regardant la cour, les corps, les chevaux qui s'étaient dispersés et se tenaient à distance. Maintenant la tête haute et alerte, observant la maison avec de grands yeux sombres. Il compta ce qu'il pouvait voir, compta de nouveau, baissa le fusil. « Rapport, dit-il. « Dégagez, dit Jessup depuis la grange. « Dégagez à l'arrière, dit Monroe. « Ici, dit Samuel de derrière lui, et quand Caleb se tourna, il vit Samuel assis contre le mur intérieur, une main pressée contre son côté gauche, son visage de la couleur de la cendre. Caleb le rejoignit en 3 pas et s'agenouilla. « C'est grave. J'en ai pris une. » La mâchoire de Samuel était crispée. « Les côtes, je pense, peut-être plus bas. » Il retira sa main et regarda le sang sur sa paume avec l'évaluation détachée d'un homme évaluant quelque chose qui appartenait à quelqu'un d'autre. « Ça ne semble pas être un poumon. Je respire bien. » « Ne bouge pas. » Caleb ouvrit sa chemise et les regarda la blessure. Une blessure traversante au-dessus de la hanche. Samuel avait raison. Le poumon n'était pas touché, mais ça saignait régulièrement et nécessitait des soins avant que, régulièrement, ne devienne quelque chose de pire. « Monroe, » appela-t-il, « j'ai besoin de la trousse. » Monroe apparut dans l'embrasure de la porte, comprit la situation et alla chercher les fournitures médicales sans qu'on lui dise quoi apporter. Jessup traversa la cour depuis la grange, se tint au-dessus de Samuel
et regarda la blessure avec la même précision détachée qu'il mettait à tout. « Tu vas vivre, dit Jessup. « J'apprécie l'enthousiasme, dit Samuel. « J'ai dit que tu vivrais. Je n'ai pas dit que ça ne ferait pas mal. Ça fait déjà mal, ça fera plus mal. » Jessup s'agenouilla et prit le relais de Caleb avec la franchise d'un homme qui avait pratiqué la médecine de guerre dans des conditions pires et savait exactement ce qui devait être fait et dans quel ordre. « Va vérifier la cour, dit-il à Caleb. Je m'occupe de lui. » Caleb y alla. Il parcourut la cour avec précaution, se déplaçant de corps en corps, vérifiant chacun avec la rigueur sinistre que la situation exigeait. 8 hommes, tous finis. Il accomplit cette tâche sans se permettre de ressentir grand-chose, car il y aurait du temps pour cela plus tard, et pour l'instant, il y avait d'autres choses à faire. Il trouva 2 chevaux qui étaient restés assez près pour être attrapés et les attacha à la clôture. Il vérifia la grange et la trouva intacte. Il vérifia l'entrée extérieure de la cave à légumes et confirma que les planches étaient toujours en place, intactes. Puis, il se rendit à l'entrée intérieure et frappa 2 fois, leur signal convenu. « Mara, c'est fini, tu peux monter. » Une pause. Puis le verrou glissa et la porte s'ouvrit. Elle monta les marches, clignant des yeux à la lumière, la botte sous le bras. Son visage était pâle et composé, de cette manière qui signifiait qu'elle s'était tenue très délibérément pendant tout le temps qu'elle avait passé dans le noir. Elle regarda Caleb. Elle regarda la cour au-delà de lui, ce qu'il y avait dedans, et elle regarda de nouveau Caleb sans détourner le regard de son visage. « Samuel est blessé, » dit-il avant qu'elle ne puisse demander. « Il va s'en sortir. Jessup s'occupe de lui. » Il la regarda absorber cela. Toutes les autres sont debout. Elle expira, juste une longue respiration, comme si elle l'avait retenue depuis qu'elle était descendue. Puis elle redressa les épaules et dit « Qu'est-ce que vous avez besoin que je fasse ?» Il faillit lui dire rien, qu'elle devait s'asseoir, qu'elle en avait assez subi. Puis il se souvint de qui était son père, de qui elle était, et de ce qu'elle avait déjà démontré être capable de faire. Et il dit « Fais bouillir de l'eau, trouve le linge propre dans le tiroir du bas, reste avec Samuel et fais ce que Jessup te dit. » Elle hocha la tête et le dépassa pour entrer dans la maison. Il entendit sa voix un instant plus tard, demandant à Jessup d'un ton calme ce qu'elle pouvait faire pour aider. Il entendit la réponse de Jessup et le son de ses mouvements déterminés dans la cuisine. Monroe vint se tenir à côté de Caleb dans la cour. Ils regardèrent ce que l'après-midi avait produit, et aucun d'eux ne dit rien pendant un moment. Le soleil baissait, projetant de longues ombres sur le sol dur. Les chevaux se tenaient à la clôture, et le ranch était silencieux autour d'eux, comme un lieu est silencieux après que quelque chose d'irréversible s'y soit produit. 9 hommes au total, dit finalement Monroe, en comptant celui qui a eu Thomas. Ouais, le syndicat Twaver ne va pas ignorer ça. Non, Caleb se tourna et regarda la maison. Mais ils vont devoir expliquer pourquoi ils ont envoyé 9 hommes après une fillette de 8 ans. Et ils devront le faire avec un marshal fédéral posant les questions, parce que c'est ce qui va se passer ensuite. Il fit une pause. C'est sur quoi Thomas comptait, je pense. Que ça devienne assez bruyant, assez public, pour que l'enterrer coûte plus cher que de le laisser faire surface. Monroe resta silencieux un moment. « Tu penses que c'est pour ça qu'il gardait le carnet? Pas seulement comme preuve, mais comme assurance. Je pense que Thomas comprenait que les hommes comme Garrick travaillent dans l'ombre et meurent à la lumière. » Caleb regarda l'horizon. « Nous allons traîner ça à la lumière, chaque mot. Le marshal, le gouverneur territorial, chaque journal qui l'imprimera. » Il fit une pause. L'histoire de Mara, l'histoire de Thomas, ce qu'il a vu et ce qu'ils lui ont fait pour ça. Tout. Et si le syndicat vient quand même, alors nous nous en occuperons. Il le dit comme il disait les choses qu'il pensait complètement. Mais ils ne le feront pas. Les hommes qui gèrent la fraude et l'intimidation pour le profit sont des hommes d'affaires au fond. Quand le coût de s'en prendre à elle dépassera ce qu'elle vaut pour eux, ils laisseront tomber. Il ramassa son fusil là où il l'avait appuyé contre la clôture. Nous devons juste rendre le coup assez élevé. Monroe hocha lentement la tête. Tu y penses depuis un moment, depuis qu'elle a franchi la barrière. Ils ont enterré les hommes le lendemain matin, les 4 travaillant à tour de rôle. Samuel pouvait à peine se tenir debout, mais refusait de rester à l'intérieur. Il était assis sur un seau renversé près des tombes, offrant des opinions que personne ne demandait et qui étaient parfois utiles. Le sol était dur et le travail lent.
Le bras gauche de Caleb, où une balle avait frôlé son avant-bras pendant le combat, lui lançait une douleur sourde et persistante qu'il ignorait la plupart du temps. Mara travaillait à leur côté. Elle avait demandé à aider, Caleb avait dit non, et elle l'avait regardé avec cette expression à la Thomas Hale, avait ramassé une pelle et avait aidé quand même. Il n'a pas discuté. Elle avait gagné le droit de prendre cette décision elle-même. Jessup a dit quelques mots sur les tombes quand ils ont eu fini, bref et simple comme tout ce que faisait Jessup. Il n'a pas prétendu que les hommes avaient été bons. Il n'a pas prétendu que leur mort était tragique comme le sont les morts innocentes. Il a juste reconnu qu'ils avaient existé et que l'existence comptait, même quand les choix qu'une personne faisait avec son existence ne comptaient pas. Et c'était suffisant. Mara a écouté chaque mot, la tête baissée et la botte serrée dans ses deux mains. Quand Jessup a terminé, elle a dit doucement, « Papa aurait dit la même chose, presque exactement la même chose. Ton père était un homme qui comprenait ce que les gens valaient, dit Jessup. Pas ce qu'ils faisaient, ce qu'ils étaient. » Il la regarda. Adait aussi dans l'année du Wachi. Le shérif est arrivé cet après-midi-là, un homme buriné nommé Hutchkins, appelé par le télégramme que Caleb avait envoyé avant le combat, quand il était encore temps de l'envoyer. Il est arrivé avec 2 adjoints et a passé la meilleure partie de 3 heures à parcourir la propriété, à écouter les récits et à examiner ce qu'il y avait à examiner. Il était méthodique et sans hâte, et il posait des questions sans les orienter, ce qui était le signe d'un homme qui voulait vraiment la vérité plutôt qu'une version particulière de celle-ci. Quand il eut fini, il s'assit à la table de la cuisine de Caleb avec une tasse de café. Il regarda la lettre que Thomas avait écrite, la botte posée à côté, et Mara assise en face de lui, les mains jointes et les yeux impassibles. « Je statuerai sur la légitime défense des personnes, » dit-il. C'est assez clair. 8 hommes armés attaquant une résidence privée avec une intention déclarée. Il posa le café. La plus grande question est le syndicat lui-même. C'est là que le marshal intervient, dit Caleb. Trouvé à le bras long, dit Hutchkins prudemment. Des avocats, de l'influence, des gens dans des endroits que vous ne voyez pas toujours jusqu'à ce que vous ayez besoin qu'ils n'y soient pas. Je sais, c'est pourquoi les preuves doivent être irréfutables avant d'aller où que ce soit d'officiel. Caleb regarda Mara. Thomas Hale a rassemblé ses preuves pendant des années. Sa fille sait où elles sont. Hutchkins regarda Mara. Elle soutint son regard sans ciller. « Il y a un carnet, dit-elle, dans une cabane près d'Helena. Papa l'a caché là où il savait que je pourrais le trouver. » Elle fit une pause. « Je peux vous y emmener. Ce carnet, dit Caleb, contient la documentation des opérations de Twaver dans 3 territoires. Des dates, des noms, des lieux, des données d'arpentage qui prouvent de la fraude foncière, les droits sur l'eau, le vol, les revendications falsifiées. Thomas Hale est mort pour protéger ces informations. » Il garda sa voix égale. « J'ai l'intention de m'assurer que cela signifie quelque chose. » Hutchkins resta silencieux un long moment, regardant son café, puis il leva les yeux. « Je connais un marshal fédéral, Patterson, un homme honnête, ce qui, d'après mon expérience, est plus rare que ça ne devrait l'être à ce poste. Je lui enverrai un message ce soir. » Il fit une pause. « Whitmore, vous comprenez ce que vous commencez. Ce ne sera ni rapide ni propre. »« Ça n'a pas besoin d'être rapide, » dit Caleb. « Ça doit être juste. » Après le départ du shérif, les 4 hommes se sont assis sur le porche dans l'air frais du soir. Chacun portait le silence particulier des hommes qui ont traversé une épreuve et qui sont encore en train de se retrouver. Samuel était appuyé contre le mur, sa blessure bandée serrée. Son visage avait repris des couleurs par rapport au matin, mais montrait encore le coup de la journée. Monroe avait enlevé ses bas, le seul signe qu'il donnait jamais de sa fatigue. Jessup était assis parfaitement immobile, les mains sur ses genoux, regardant le vide. Mara est sortie et s'est assise sur la marche supérieure, le dos appuyé contre le poteau et a regardé le ciel où les premières étoiles commençaient à apparaître à l'est. Elle avait la botte sur ses genoux, mais elle la tenait différemment de d'habitude. Pas serrée contre sa poitrine comme une bouée de sauvetage, mais posée sur ses genoux, ses mains dessus, détendue. « J'ai réfléchi, » dit-elle à personne en particulier et à tous à la fois. À ce que Monroe a dit, à ce que papa a dit une fois, que la vérité était comme une graine, qu'elle poussait, que les gens le veuillent ou non.
Elle passa son pouce sur le cuir craquelé de la botte. Il plantait quelque chose, toutes ces années à écrire, à enregistrer ce qu'il voyait. Il plantait quelque chose et il savait qu'il ne vivrait peut-être pas pour le voir pousser. Elle leva les yeux vers les étoiles, mais il s'est assuré que quelqu'un d'autre pourrait s'en occuper après lui. Personne ne parla pendant un moment. C'est ce que nous allons faire, dit-elle. Ce n'était pas une question. Aller à Helena, trouver le carnet, le donner au marshal, s'assurer qu'il pousse. C'est ce que nous allons faire, confirma Caleb. Elle hocha la tête et se tut de nouveau. Puis elle dit, Samuel. Elle se tourna pour le regarder contre le mur. Est-ce que ça fait très mal? Considérablement, admit Samuel. Papa a été blessé par balle une fois, dit-elle, à la jambe. Il a dit que c'était la pire chose qu'il ait jamais ressentie et que quiconque vous disait le contraire mentait ou n'avait pas encore été touché. Elle fit une pause. Il a aussi dit que la deuxième pire chose était que les gens lui demandent s'il allait bien alors qu'il n'allait manifestement pas bien. Samuel la regarda un moment. Puis il rit, ce qui le fit grimacer, ce qui fit que Monroe tendit la main et stabilisa son épaule sans qu'on le lui demande. « Fille intelligente, dit Samuel. « Papa était intelligent, dit-elle. Je ne fais que prêter attention. » Caleb la regardait, assise là dans la lumière déclinante. Cette petite fille sérieuse qui avait marché 4 jours sur des pieds en sang, survécu à un siège, aidé à enterrer les hommes qui avaient essayé de la prendre, et qui était maintenant assise sur son porche, faisant rire un soldat blessé tout en cherchant comment finir ce que son père avait commencé. Il pensa à Thomas Hale, à l'homme qu'il avait été, au choix qui lui avait tout coûté et à la sagesse qui l'avait conduit à envoyer sa chose la plus précieuse à la seule personne en qui il avait une confiance absolue. Il pensa à ce que Thomas avait écrit dans cette lettre, la dernière chose qu'il ait jamais dite à Caleb, la chose qui était au fond de la poitrine de Caleb depuis des semaines maintenant. « Je réclame la dette, pas pour moi, pour elle. » Il l'avait mal compris au début. Il avait pensé qu'il s'agissait d'une obligation, de l'arithmétique de ce qui était dû et de ce qui était à payer, de régler un compte. Mais assis ici maintenant, regardant Mara tenir la botte cassée de son père sur ses genoux, ses mains enfin détendues autour, la regardant fixer les étoiles comme quelqu'un regarde des choses qu'il a cessé d'avoir peur de ne plus jamais voir, il comprit que Thomas n'avait pas du tout réclamé une dette. Il avait fait un cadeau. La chance de faire quelque chose qui comptait. La chance d'être l'homme que Caleb avait toujours été selon lui, même les jours où Caleb n'y croyait pas. Thomas Hale avait regardé son plus vieil ami et avait vu quelque chose qui valait la peine de lui envoyer sa fille. Et cet acte de foi était la chose la plus généreuse que quiconque ait jamais faite pour Caleb Whitmore en 43 ans de vie. Il devait à Thomas une dette qu'il ne pourrait jamais entièrement payer, mais il allait passer le reste de sa vie à essayer. Monroe se leva lentement, s'étira et dit qu'il allait voir les chevaux. Jessup le suivit sans un mot, comme Jessup se déplaçait toujours, avec détermination et sans cérémonie. Samuel avait les yeux fermés contre le mur, sa respiration lente et régulière, pas tout à fait endormi mais y arrivant. Le Porsche s'installa dans le silence confortable d'un endroit où le pire était arrivé et avait été surmonté, et ce qui restait étaient les étoiles ordinaires du soir qui sortaient une par une, l'air se rafraîchissant, les chevaux bougeant dans la grange. Mara dit très doucement pour ne pas réveiller Samuel. « Caleb. Ouais, merci. » Elle le dit simplement, pas comme les gens le disent par formalité, mais comme les gens le disent quand c'est la chose la plus vraie qu'ils puissent trouver. Il la regarda. « Ne me remercie pas encore, dit-il. Nous avons encore un carnet à trouver, un syndicat à démanteler et un marshal fédéral à convaincre. » Je sais. Elle sourit presque. Mais merci quand même d'avoir ouvert la barrière. Il pensa à ce premier après-midi. Cette petite fille brisée debout à sa barrière avec ses pieds en sang, la botte de son père et ses vieux yeux impassibles qui avaient déjà vu le pire et demandaient encore mieux. Il pensa à la demi-seconde avant de prendre sa décision, ce dernier moment de la vie qu'il avait mené avant la vie qu'il allait mener à la place. « Ton père aurait fait la même chose pour le mien, » dit-il, s'il l'avait dû. « Oui, » dit-elle, « il l'aurait fait. » Ils s'assirent ensemble dans le silence du soir tandis que Samuel dormait contre le mur. Les étoiles s'étalaient au-dessus d'eux dans cette abondance particulière qu'elles n'atteignent que loin de la ville. Et le ranch les entourait dans l'obscurité, les tenant comme les lieux tiennent les choses qui s'y sont produites, de façon permanente et sans jugement.
Le plus dur était fait. Ce qui suivait était tout autre chose. Le Marshal fédéral Patterson arriva 6 jours après le rapport du shérif. Il chevauchait avec 2 adjoints et l'attitude particulière d'un homme qui avait appris à réserver son jugement jusqu'à avoir tous les faits et à agir sans broncher une fois qu'il les avait. Il était grisonnant et mince, avec des yeux qui avaient vu assez de la nature humaine pour ne pas être surpris par grand-chose. Il s'assit à la table de Caleb et écouta tout depuis le début sans interrompre une seule fois. Quand Caleb eut fini, Patterson regarda Mara. Elle était assise au bout de la table, la botte devant elle, les mains jointes et le visage composé de cette manière qu'elle avait. Cette constance absolue qui semblait venir de plus profonde que ce que 8 ans de vie auraient dû pouvoir atteindre. Le carnet, dit Patterson. Vous êtes certaine qu'il est toujours là? Papa cachait les choses là où il savait qu'elles seraient en sécurité, dit-elle. Il était prudent avec ça. Il était prudent avec tout. Et vous pouvez le trouver? Oui. Patterson regarda Caleb. Je devrais vous accompagner personnellement à Helena. La chaîne de possession pour une preuve aussi importante doit être établie correctement. Sinon, les avocats de Twyver trouveront un moyen de la briser au tribunal. Il fit une pause. Ils auront des avocats, des bons. La documentation de papa est complète, dit Mara. Il n'a pas laissé de lacunes. Patterson l'étudia un moment avec une expression qui n'était pas tout à fait de la surprise, mais qui s'en approchait. L'expression d'un homme qui recalibrait quelque chose qu'il avait supposé. Pendant combien de temps a-t-il tenu le carnet? D'aussi loin que je me souvienne, dit-elle. Il y écrivait tous les soirs. Il disait que la vérité avait besoin de témoins et que si on ne pouvait pas avoir une personne, on l'écrivait et on laissait le papier témoigner pour vous. Patterson resta silencieux un moment. Puis il dit, « Mademoiselle Hale, votre père faisait le travail d'un enquêteur fédéral sans l'insigne ni la protection qui va avec. Ce qu'il a construit, si c'est ce que vous décrivez, est le genre de dossier que les agences mettent des années à assembler. » Il fit une pause. « Je suis désolé que cela ait coûté ce que cela a coûté. » Mara le regarda fixement. « Faites en sorte que ça ait un sens, dit-elle. C'est tout? C'est exactement ce que j'ai l'intention de faire. » Ils partirent pour Helena 3 jours plus tard. Patterson et ses adjoints, Caleb, Mara et Monroe, qui retarda son retour au Colorado sans qu'on le lui demande et sans s'expliquer. Il apparut simplement à la grange aux premières lueurs du jour, son cheval sellé et son fusil sur les cuisses. Samuel n'était pas assez bien pour chevaucher et le dit sans se discuter, ce qui montra à Caleb à quel point la blessure l'affectait encore. Jessup resta avec Samuel, un arrangement que ni l'un ni l'autre ne discuta et que tous deux comprirent. Le matin de leur départ, Samuel sortit sur le porche pour les voir partir. Il avait meilleure mine, un peu de couleur était revenu sur son visage. Il se déplaçait avec précaution, mais il se déplaçait. Il serra la main de Caleb et la tint un moment sans parler. « Ramène-la saine et sauve, dit-il finalement. « C'est la seule façon que je connaisse de ramener les gens, dit Caleb. » Samuel regarda Mara, qui était déjà montée sur la jument baie, assise droite en selle avec la botte sécurisée dans sa sacoche. « Ton père serait fier de toi, dit-il. Chaque jour depuis que tu as franchi cette barrière. » Mara le regarda depuis sa selle avec ses yeux impassibles. « Reposez-vous, dit-elle. Ne laissez pas Jessup vous intimider pour faire des choses que vous ne devriez pas encore faire. »« Jessup n'intimide pas, dit Samuel. Il vous lance des regards, dit-elle. C'est la même chose. » Elle tourna la jument et se dirigea vers la route. Monroe se mit à ses côtés et Caleb entendit Monroe dire quelque chose qui la fit presque sourire. Il jeta un dernier regard à Samuel sur le porche et suivit. Le trajet jusqu'à Helena dura 4 jours. Mara resta silencieuse pendant la majeure partie du voyage, de cette manière silencieuse qu'elle avait lorsqu'elle traitait des informations plutôt que de se replier sur elle-même. Ses yeux parcouraient le paysage, suivant les pointes de repère et les distances avec le même instinct que son père avait pour l'arpentage. Ce besoin inné de comprendre où elle se trouvait par rapport à tout le reste. Le deuxième soir, elle raconta à Caleb qu'elle avait fait exactement ce trajet en sens inverse, à pied, seule, dans les premiers jours après la mort de son père. Et elle le dit sans drame particulier, juste comme un fait, juste comme la chose qui s'était produite. « Avais-tu peur? » demanda-t-il. « Tout le temps, dit-elle. Mais papa m'a dit un jour que la peur, c'était juste ton corps qui faisait la tension. Il a dit que le seul moment où la peur devenait un problème,
C'était quand on la laissait prendre les décisions à notre place. Elle regarda la route devant elle. Alors je l'ai laissé faire attention et j'ai pris mes propres décisions. Ça lui ressemble, dit Caleb. C'était le meilleur conseil qu'il m'ait jamais donné. Elle fit une pause. Le deuxième meilleur concernait la cachette. Il a dit qu'un jour je comprendrais pourquoi il me l'avait montré et que je saurais quoi faire le moment venu. Elle jeta un regard de côté à Caleb. Il avait raison sur ce point aussi. La cabane près d'Helena était exactement comme elle l'avait décrite. Vide et abandonnée, la porte ouverte comme elle l'avait été laissée quand quelqu'un l'avait fouillée à la recherche de choses qu'il n'avait pas trouvées. Patterson la parcourut avec des yeux professionnels et Caleb regarda Mara se tenir dans l'embrasure de la porte de l'endroit où elle avait grandi. Il la regarda observer ce qui avait été fait et il la vit prendre une décision. À ce moment-là, il put voir sa décision se former, son visage se figer, son menton se relever, et elle entra sans hésitation. Elle alla droit à la cheminée, s'agenouilla devant sans explication, plongea son bras droit dans le conduit jusqu'à l'épaule. Quand elle retira sa main, elle était noire de cendre et enroulée autour d'un paquet de cuir noué par une corde qu'il avait gardé scellé contre la suie. Elle se leva et le tendit à Patterson. Il le prit à deux mains, défit soigneusement la corde, ouvrit le cuir et le voilà. Le carnet de Thomas Hale, dense de son écriture précise, page après page de dates, de noms, de lieux et de données d'arpentage annotées dans les marges. 5 ans de documentation systématique et minutieuse, construite par un homme qui avait compris que la vérité devait être construite comme une maison, solide, carrée et capable de résister à la pression. Patterson lut longtemps sans parler. Son adjoint se tenait près de la porte. Monroe s'appuyait contre le mur, les bras croisés. Caleb observait le visage de Patterson et vit le moment où le marshal comprit toute l'étendue de ce qu'il tenait. Un léger changement dans le dessin de sa mâchoire, un resserrement autour de ses yeux. L'expression d'un homme à qui l'on venait de remettre quelque chose qui changeait la forme du possible. « C'est tout », dit Patterson doucement. 5 ans, 17 transferts de terres frauduleux distincts, 9 revendications de droits sur l'eau falsifiée, les noms des contacts de Trover au sein du bureau foncier territorial, au sein de 2 tribunaux de comté. Il tourna une page et resta silencieux un autre moment. Les noms des hommes qu'ils ont payés pour faire taire les gens qui posaient les mauvaises questions. Il leva les yeux. « Votre père était minutieux, mademoiselle Hale. »« Il l'était, dit-elle. Cela entraînera des poursuites pénales importantes contre la direction de Trover directement, pas seulement leurs hommes de main. » Il ferma soigneusement le carnet. « Je ne prétendrai pas que cela ira vite. Ces choses ne le font pas. Mais ça avancera. » Mara regarda le carnet dans les mains de Patterson. « Papa disait que la justice était comme l'eau, dit-elle. Elle finit toujours par trouver son chemin. Il faut juste s'assurer que le canal est ouvert. » Patterson la regarda un long moment, puis il dit avec une sincérité qui ne semblait pas être une courtoisie professionnelle. « Votre père était un homme remarquable et vous êtes sa fille de toutes les manières qui comptent. » Elle ne répondit pas à cela. Elle ramassa l'emballage en cuir taché de cendre sur le sol, le plia soigneusement et le posa sur le manteau de la cheminée. Puis elle retourna à la porte, se tint dans la lumière et regarda le pays que son père avait cartographié pendant des années, le pays qu'il avait assez aimé pour mourir en le protégeant. Et elle resta silencieuse un long moment. Caleb vint se tenir à côté d'elle. Il ne dit rien. Il n'y avait pas de mots pour ce que le moment contenait, et il avait appris maintenant qu'elle n'avait pas besoin de mots de sport dans ces moments-là, seulement de sa présence. Alors il se tint à côté d'elle et lui laissa le silence dont elle avait besoin. Et après un moment, elle dit très doucement, « D'accord, rentrons à la maison. » Ils sont retournés au Wyoming. Le procès à Denver a eu lieu 4 mois plus tard et Patterson a tenu parole. Chaque élément était méthodique et solidement construit. Le genre de dossier qui ne laissait pas de place aux avocats de Trover pour trouver les failles qu'ils cherchaient, car Thomas Hale n'avait laissé aucune faille. Samuel est descendu de Laramie pour l'occasion, assez guéri pour voyager et ne voulant pas manquer ça pour rien au monde. Monroe est venu du Colorado. Jessup est venu d'où que Jessup soit allé, apparaissant le matin du début du procès comme il apparaissait toujours, silencieusement, sans explication et exactement quand on avait besoin de lui. Caleb a témoigné pendant 2 heures, de manière factuelle et directe,
chaque détail de l'attaque du ranch exposé en langage clair, sans fioriture. Monroe, Samuel et Jessup ont corroboré chaque mot. Patterson a présenté le carnet avec la précision d'un homme qui avait passé 4 mois à s'assurer que rien dans la chaîne de la preuve ne pouvait être contesté. Et puis Mara a pris la barre. Elle était petite sur la chaise des témoins, toujours 8 ans, mais à peine. Sa robe était propre, ses cheveux bien coiffés, et la botte à ses pieds, celle que Thomas lui avait donnée, réparée maintenant par les propres mains de Caleb avec du cuir approprié et de vrais lacets, pour qu'elle soit à sa taille, tienne bien et ne se désagrège plus. Elle lui avait demandé de la réparer 3 semaines avant le procès, assise à la table de la cuisine avec les 2 morceaux devant elle, et il y avait travaillé pendant 2 soirées sans se presser, en faisant les choses bien. Elle la portait dans la salle d'audience et elle la portait à la barre. Et quand le procureur lui a demandé de décrire avec ses propres mots ce qui s'était passé la nuit où son père l'avait renvoyée, elle a regardé la salle pleine de gens et a parlé clairement et sans faiblir pendant 20 minutes. Et quand elle a eu fini, la salle était silencieuse. De la manière dont les salles sont silencieuses quand quelque chose de vrai et de coûteux vient d'y être dit. Les avocats de la défense ont essayé. Ils ont remis en question sa mémoire, son âge, sa capacité à comprendre ce dont elle avait été témoin. Mara a répondu à chaque question avec la même franchise patiente qu'elle mettait à tout. Ni combative, ni ébranlée, simplement précise. Et après 40 minutes, l'avocat de la défense s'est assis et n'a plus rien demandé. Le verdict a pris 3 jours. Coupable sur 19 chefs d'accusation. La direction de Twaver a reçu des peines allant de 15 à 30 ans. Les actifs de l'organisation ont été saisis et ses opérations dans 3 territoires ont été démantelées par ordre fédéral. Les terres qui avaient été transférées frauduleusement ont fait l'objet de procédures de restitution. Les personnes qui avaient perdu des droits sur l'eau, des biens et, dans certains cas, des membres de leur famille à cause des opérations de Twaver passeraient des années à se battre devant les tribunaux pour récupérer ce qu'elles avaient perdu. Mais le canal était ouvert maintenant, comme Thomas l'avait toujours dit, et l'eau coulait. Dehors, sur les marches du palais de justice, Patterson a trouvé Caleb. Il lui a serré la main et l'a tenu un moment. « Thomas Hale méritait de voir ça, dit-il. »« Ouais, dit Caleb, il le méritait. Pour ce que ça vaut, je pense qu'il savait que ça arriverait. Le carnet n'était pas l'œuvre d'un homme qui doutait du résultat. Et c'était l'œuvre d'un homme qui était absolument certain que la vérité ferait surface s'il construisait les fondations assez solidement. » Patterson regarda Mara, qui se tenait à quelques pas de là, la main de Samuel sur son épaule, écoutant quelque chose que Monroe disait. Il les a construites solidement. Il l'a toujours fait, dit Caleb. Ils sont retournés au Wyoming avec les premières neiges de l'hiver, fines et précoces, juste assez pour poudrer l'herbe de blanc et donner à l'air une odeur de neuf. Mara chevauchait à côté de Caleb et de Monroe, et Samuel chevauchait derrière eux. Ils parlaient comme ils parlaient toujours, se disputant gentiment sur des choses sans importance et étant d'accord sans le dire sur les choses qui en avaient. Et le ranch est apparu au loin en fin d'après-midi, avec la lumière de la grange allumée, parce que Jessup était parti en avance et avait commencé les corvées du soir, ce qui était exactement le genre de choses que Jessup faisait. Caleb a retenu son cheval un moment sur la crête au-dessus de la propriété et l'a regardé. 300 acres d'herbes tenaces du Wyoming, une grange qui ne penchait plus parce que Monroe l'avait aidé à la réparer en septembre, une maison avec des trous de balles rebouchés dans les murs, une cave à légumes avec un nouveau verrou sur l'entrée intérieure, et une cuisine qui sentait ce que Mara avait décidé de cuisiner ce matin-là. Ce n'était pas grand-chose. C'était tout. Mara a arrêté son cheval à côté de lui. Elle a regardé le ranch en contrebas, puis l'a regardé et a dit « La maison, acquiesça-t-il. Les semaines qui suivirent s'installèrent dans un rythme que Caleb avait cessé de croire qu'il retrouverait un jour. Mara allait à l'école à Milledge 3 jours par semaine, montant la jument baie avec l'assurance d'une fille qui avait traversé des contrées plus difficiles sur des pieds en sang et qui ne trouvait plus rien de particulièrement intimidant après ça. Elle se faisait des amis avec soin et les gardait bien. Elle se disputait avec Caleb à propos de ses devoirs d'arithmétique les soirs où elle voulait en finir et acceptait ses corrections sans trop protester les soirs où elle était disposée à apprendre. Elle cuisinait quand elle en avait envie, aidait aux corvées sans qu'on le lui demande,
et lisait près du feu le soir avec l'absorption concentrée de quelqu'un qui avait découvert que les livres étaient l'un des rares endroits où l'on pouvait être entièrement ailleurs et entièrement soi-même en même temps. Les cauchemars se sont estompés. Pas d'un coup, pas sans revers, mais progressivement, puis plus régulièrement. Comme une blessure qui guérit lentement de l'intérieur, construisant de nouveaux tissus sous la surface, jusqu'à ce qu'un jour on réalise que l'endroit douloureux est devenu quelque chose de solide. Elle a cessé d'attraper la botte dès le matin. Elle a commencé à la laisser sur l'étagère de sa chambre pendant des jours, comme on laisse quelque chose quand on n'a plus besoin de le porter partout, parce qu'on a cessé d'avoir peur qu'il disparaisse. Samuel est venu 2 fois cette première année, apportant des nouvelles, du whisky et le réconfort particulier d'un homme qui connaissait toute l'histoire et n'avait besoin d'aucune explication. Monroe est venu au printemps et a aidé Caleb à la construire une deuxième chambre à la maison, quelque chose de plus grand et de mieux adapté à une fille qui grandissait que le petit espace à côté de la cuisine. Louis et Mara se sont disputés agréablement sur la couleur de la peinture pendant 3 jours avant de ne rien décider, car Caleb a dit qu'il ne la peindrait d'aucune couleur et que c'était final. Et tous deux l'ont regardé avec des expressions identiques de désaccord tolérant. Et il a compris pour la première fois ce que Thomas avait dû ressentir en l'élevant. Jessop écrivait des lettres longues et soignées, pleines d'observations sur le temps et le pays, et sur les lents changements qui traversaient la frontière à mesure que les villes grandissaient, que les chemins de fer poussaient vers l'ouest, et que le monde qui les avait formés cédait la place à quelque chose de plus nouveau et de moins certain. Caleb répondait. C'était la plus grande correspondance qu'il ait eue depuis avant la guerre, et il découvrit que cela ne le dérangeait pas. Que mettre des mots sur les choses avait une façon de les clarifier, de rendre la forme d'une vie visible à elle-même. Il écrivait aussi à Thomas, parfois le soir quand Mara dormait et que la maison était calme. Pas des lettres que quelqu'un lirait, juste quelques lignes dans un carnet qu'il gardait dans le tiroir de la table que sa mère lui avait laissé. Une comptabilité privée des choses qui se passaient, la petite accumulation ordinaire de jours qui constituait une vie. Mara a appris à faire des gâteaux aujourd'hui. Elle a brûlé la première fournée et a mangé la deuxième debout près de la cuisinière avant qu'elle n'ait bien refroidi. Elle m'a demandé ce soir pourquoi le ciel devient rouge au coucher du soleil. Je lui ai donné la réponse scientifique et elle a dit que ce n'était pas ce qu'elle voulait dire. Elle voulait dire à quoi ça servait et je n'avais pas de bonne réponse à ça. Elle va devenir arpenteuse. Elle me l'a dit ce matin comme si elle l'avait décidé la nuit précédente et m'informait simplement des faits. Elle va être extraordinaire. Tu le savais. Tu l'as toujours su. Au premier anniversaire de la mort de Thomas, ils sont montés sur la colline au-dessus du ranch au coucher du soleil et se sont assis ensemble sans parler. Mara avait apporté la botte. Elle la tenait sur ses genoux, comme elle la tenait quand elle avait besoin de se sentir connectée à quelque chose qui s'était passé avant qu'elle ne puisse entièrement le retenir dans sa mémoire. Caleb s'assit à côté d'elle et regarda le pays s'étendant en dessous, éclairé de rouge et d'or par la lumière mourante. Et il pensa à un homme qu'il avait assez aimé pour le cartographier honnêtement et mourir pour ce qu'il avait vu. « Il serait heureux, dit Mara après un long moment. « Ouais, dit Caleb, il le serait. Pas seulement que le syndicat soit fini, pas seulement ça. » Elle traça la couture de la botte, le nouveau lassage que Caleb avait mis. « Il serait heureux que je t'aie trouvé, que j'aie une maison. » Elle fit une pause. « Il dirait que ça en valait la peine. » « Est-ce que ça en valait la peine? » demanda Caleb. Il le pensait comme une vraie question, pas une question rhétorique. Il avait appris qu'elle méritait de vraies questions. Elle y réfléchit sérieusement, comme elle réfléchissait à tout ce qui comptait. « Il ne pensait pas qu'il ait changé sa vie contre la mienne, dit-elle finalement. Il pensait qu'il me donnait la meilleure chance possible et qu'il prenait la position qui devait être prise. C'étaient deux choses distinctes qui se trouvaient coûter la même chose. » Elle regarda l'horizon. Il dirait qu'on ne peut pas acheter une vie avec une vie, mais qu'on peut choisir ce pourquoi on se bat avec celle qu'on a, et espérer que ce que l'on construit nous survive. Elle resta silencieuse un moment. Ça l'a fait, ça lui a survécu. C'est ce qu'il appellerait en valoir la peine. Caleb ne répondit pas. Il passa son bras autour de ses épaules et elle se blottit contre lui. Ils restèrent assis sur la colline, tandis que la lumière s'estompait et que les étoiles sortaient une par une au-dessus d'eux. En bas, le ranch brillait de la lampe de la fenêtre de la cuisine qu'ils avaient laissée allumée pour qu'il y ait de la lumière pour rentrer à la maison.
Thomas Hale avait planté une graine dans le pire sol possible, dans l'obscurité, au prix de tout ce qu'il avait. Confiant que le terrain était meilleur qu'il n'y paraissait et que les gens qu'il avait choisis étaient plus que ce qu'ils semblaient être. Il avait eu raison sur le terrain. Il avait eu raison sur les gens. Et la chose qu'il avait plantée avait poussé hors de l'obscurité pour devenir quelque chose qu'aucun d'eux n'avait entièrement anticipé. Pas seulement la survie, pas seulement la sécurité, mais une vie qui était véritablement, complètement, indubitablement digne d'être vécue. Certaines dettes, quand on les payait comme elles méritaient d'être payées, cessaient d'être des dettes. Elles devenaient la fondation sur laquelle on construisait tout le reste. Caleb Whitmore avait passé 15 ans à fuir qui il était, à construire des murs de silence, de distance et de solitude entre lui et l'homme que Thomas avait toujours cru qu'il était. Il avait fallu une fille aux pieds nus avec une botte cassée et 4 jours de route sanglante derrière elle pour franchir sa barrière et lui montrer que l'homme en qui Thomas croyait avait été là tout le temps, attendant une raison de revenir. Elle lui avait donné cette raison. Il lui avait donné une maison. Et sur la colline au-dessus du ranch, dans la dernière lumière de cette soirée du Wyoming, avec elle appuyée contre lui et les étoiles sortant au-dessus d'eux et la lampe brûlant dans la fenêtre de la cuisine en bas, Caleb Whitmore comprit de tout le poids d'un homme qui avait enfin cessé de fuir que ceci, ici même, cette chose calme, ordinaire, extraordinaire, était ce que Thomas Hale avait vu quand il avait regardé son plus vieil ami et décidé qu'il valait la peine de lui confier la chose la plus précieuse au monde. Il avait eu raison. Il avait toujours eu raison et la dette était payée.